Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que je relance la saison 2 de la chaîne Interagilité. Et pour cette premier épisode de la saison 2, eh bien, j'ai aujourd'hui la chance et le bonheur de te recevoir Dan Bernier, Danny Dan, selon ton pseudo Twitter. Donc, je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle, mais on va dire Dan, ça sera plus simple. Et puis aujourd'hui, bah, écoute, on a pas mal bossé ensemble pour préparer cette vidéo et on a décidé de parler du bip sémantique. Alors j'ai été censuré Mhm. parce que on va parler du. Alors je vais reprendre une expression de notre ami commun Elliot Bobet qui nous avait fait une conférence de mémoire à Lyon en nous parlant du concon sémantique. Donc on va aujourd'hui échanger avec Dan sur le cocon sémantique, mais en essayant de comprendre si ce terme est bien utilisé, si c'est le bon terme, et surtout, on va parler d'autres choses dont on entend. On entend parler de siloing, on entend parler de cluster, on entend parler de topic cluster, on entend parler de grappe de contenu. Est-ce que ce mot sémantique est bien cohérent ou pas? On va parler de tout ça avec Dan en intro, et puis ensuite, Dan viendra rentrer plus dans le détail sur la technique du topic cluster, dont il est, on va dire, fan et qu'il met en avant sur ses créations. Il nous expliquera comment bien utiliser ça et comment mettre tout ça en place. Allez, j'ai fait une longue introduction. Dan, si tu veux, je vais te laisser 2 petites minutes avant qu'on entre dans le vif du sujet, pour te représenter et puis, eh bien, expliquer à tous nos spectateurs qui tu es, ce que tu fais et puis, voilà, je te laisse la parole. Merci Christophe. Merci de m'inviter dans cette première vidéo de la saison 2. Donc, je suis Dan Bernier. Vous pouvez m'appeler Dan. Mon pseudo, pour info, c'est le pseudo de mon ancienne vie quand j'étais DJ. Vous aurez qu'à taper ça dans Google, essayer de retrouver. Il y a des choses encore qui existent. Donc voilà, en deux mots, consultant SEO depuis 2010 avec ma boîte Ineolab. Et je suis spécialisé dans les stratégies de contenu. J'ai plutôt un profil un peu technique, tout ce qui est on-site. Et j'ai une autre spécialisation depuis 2013, puisque c'est l'analyse comportementale, le marketing comportemental. Et donc voilà, je touche beaucoup à comment les internautes utilisent les moteurs de recherche, notamment Google, et utilisent les sites web. Donc je réfléchis vraiment à tout cet écosystème-là et comment est-ce qu'on peut améliorer, on va dire, le trafic, mais évidemment la conversion, quoi. Moi, c'est un petit peu mon cœur de métier, quoi, c'est la conversion. Et pourtant, je fais du SEO, je vous garantis que c'est très très lié. Voilà. OK, bon merci, merci Dan et puis bon tu es un peu connu pour être un chevalier blanc, du SEO malgré tout, donc on va voir si cette image est vraie ou fausse aujourd'hui aussi en échangeant un peu plus avec toi. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va donc parler de bip sémantique. Cher à nos amis, on va rappeler les grands illustres et puis je te laisserai expliquer un petit peu tout ça. Nos amis Christian Méline, auquel je fais un petit coucou sympathique. Notre ami Laurent Bourrelli, de même. Salut Laurent. Les frères Perronnet, Sylvain et Guillaume, qui ont eux aussi leur définition du bip sémantique. Et écoute, en introduction, on a beaucoup préparé ça tous les deux. On s'était dit que c'était intéressant de comparer, entre guillemets, ces diverses notions. Est-ce que les mots sont justes? Est-ce qu'ils sont bien utilisés? Et puis, on entend beaucoup parler aussi de topic, de cluster topic, pardon, voire de topical mesh. Alors, ensemble, on est quand même un petit peu perdu entre tout ça. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Eh bien, aujourd'hui, Dan, tu vas tout nous expliquer. J'espère vraiment donner la définition la plus juste, mais évidemment, on aura nos amis qui seront là pour nous repréciser tout ça. Clairement, donc on parle d'une part de cluster thématique et d'autre part de cocon sémantique. Il y a aussi d'autres termes qui sont utilisés. Il faut d'abord préciser une chose qui est très importante, c'est que le mot cluster, en fait, qui est souvent utilisé, en fait, ça n'existe pas en français.
enfin, ou plutôt plus précisément, ça existe que depuis le début de l'année, depuis que, on va dire, il y a eu la crise du Covid, où le terme cluster est apparu dans la langue française. Et en fait, à l'origine, le Après, on terme pouvait cluster, l'utiliser dans des domaines informatiques, je dirais, il y a quelques années, on parlait de cluster quand on faisait du cloud, enfin des ordinateurs en mode cluster, etc. Mais c'est vrai que c'est... ouais. si on regardait le Larousse l'année dernière, le mot cluster, il n'était pas dedans. Donc D'accord. clairement, le mot n'existait pas, en fait, très clairement. Ce qui s'est passé, et là, on va parler un petit peu du cluster thématique. Donc pour info, le cluster thématique, c'est un terme qui vient d'HubSpot, qui a été créé par l'entreprise HubSpot en 2017, alors que le cocon sémantique, c'est une méthode qui a été créée par Laurent Bourrelli en 2004. Donc il faut bien se rendre compte qu'on on n'est pas un petit peu dans le même niveau. Donc, le cluster thématique, aux États-Unis, on parle donc de topic cluster, et la traduction française, qui aurait dû être la bonne, c'est la grappe thématique. Donc on aurait dû plutôt parler de grappe plutôt que de cluster. Mais voilà, quand HubSpot a traduit son article qui était en anglais vers le français, bah, le traducteur, il a fait une erreur Ouais, et il a c'est encore traduit DeepL, ça, qui a mal cluster traduit, thématique. hein. C'est encore DeepL qui a mal traduit. Voilà, DeepL a mal traduit, le stagiaire n'était pas sûr de lui, donc voilà, ça a donné ce mot-là qui aujourd'hui, bah, on peut quand même le considérer comme une marque, hein, c'est une marque d'HubSpot, hein, il y a quasiment personne d'autre qui utilise ce terme. Donc, pour en revenir au nom, au BIP sémantique, je pense qu'on pourrait plutôt parler de grappe de contenu en précisant qu'il y a différentes versions. Il y a la version Cocon avec Cocon sémantique et avec l'approche marketing de Laurent Bourrelli. Il y a la version avec l'approche SEO des frères Perronnet. Et puis il y a aussi l'approche mot-contenu avec celle de Christian Méline. Je ne sais pas si Très, chacun a créé sa très propre rapidement, version. est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous réexpliquer ces trois approches et en quoi elles sont un petit peu différentes? Donc, l'approche, tu disais l'approche de Laurent sur son cocon sémantique est très orientée marketing. L'approche de Christian est-elle très orientée, on va dire, mots, hein, je ne voudrais pas utiliser champ lexical ou sémantique parce que Christian va une nouvelle fois me reprendre, et toi aussi, parce que c'est ni de la sémantique ni des champs lexicaux. Et la vision, en effet, des frères Perronnet, qui elle est très basée sur les notions de glissement, hein, des vecteurs, hein, les distances entre les vecteurs. Là aussi, je ne veux pas utiliser le mot sémantique parce qu'à mon avis, il est galvaudé dans ce sens-là. Si tu veux juste en voilà, trois mots nous réexpliquer vraiment tout ça. Oui, alors déjà, donc l'approche marketing de Laurent Bourrelli, elle démarre en fait bien avant la création du site. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion sur à qui on s'adresse, donc les fameux buyers persona, qui ils sont, comment ils fonctionnent, comment on doit leur parler. Il y a toute une partie évidemment importante qui est ensuite liée à la création de contenu, de comment on va rédiger nos contenus et comment on va cibler l'internaute. Et puis, en fait, ça va beaucoup plus loin que le site web. Le site web, en fait, c'est qu'une partie, on va dire, de l'idée que Laurent a derrière son cocon sémantique. Ça va beaucoup plus loin. Je ne veux pas trop spoiler sa formation parce qu'elle est vraiment très, très complète et je vous invite à la faire. Et ça va beaucoup plus loin que juste le site web et comment les pages sont liées, quoi. Il y a vraiment une grosse réflexion importante qui va même toucher sur les différents moyens, on va dire, de toucher l'internaute. Ça peut être du contenu texte, ça peut être image, ça peut être la vidéo, ça peut être des podcasts, ça peut être est-ce qu'on va se servir des réseaux sociaux. Je sais que Laurent, il a un concept qui pour lui est fondamental, c'est les trois tiers. Donc un tiers de Google, un tiers, je crois que c'est sur le site web, et puis un autre tiers qui vient d'ailleurs, parce que ce dont il a Alors, peur, et il y il a a un raison, tiers de, on va dire un tiers qui va être du branding, du branding, trafic voilà. direct, on va dire, un tiers qui arrive par le référencement naturel, et le troisième tiers qui est du linking, en fait, enfin du réseau, du referral, tout ce qui est externe, mais qui n'est La pas branding. popularité, voilà. Mm. Exactement. Et donc, l'approche de Laurent, c'est dire faites attention, Google, c'est pas, il faut faire attention à Google parce que comme il est changeant par rapport à ses mises à jour, bah, faut s'en rendre un peu indépendant. Donc Ce voilà. qui est intéressant tu le mentionnes très bien, ce qui est intéressant dans le cocon sémantique version Laurent Bourrelli, donc on dira, pour ne pas froisser Laurent, la version officielle du cocon sémantique. Cette version officielle, elle a
énormément évolué dans le temps. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le concept de Laurent, c'est que c'est une stratégie applicable, duplicable, a priori à l'ensemble des thématiques, l'ensemble des sites internet et qui a énormément évolué. Le Cocon 2010 n'a rien à voir avec le Cocon 2020 et c'est assez intéressant. C'est peut-être un des points aussi sur lequel les autres stratégies, elles ont moins évolué. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais les cocons purement SEO, Ouais. finalement, on se base sur des méthodologies, et des algorithmes d'angle entre des vecteurs qui datent des années 50 finalement. Clairement. Alors l'approche des frères Perronnet, je ne pourrais pas en parler en long, en large et en travers parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est que si vous connaissez les frères Perronnet, vous allez tout de suite comprendre. Leur approche, elle est algorithmique, c'est-à-dire comment le moteur de Mathématiques, recherche ouais. pense, et ben voilà comment vous devez penser pour créer votre cocon. Donc c'est une approche à nouveau, faisons attention avec les mots, mais peut-être un peu plus mathématique, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, le moteur il fonctionne comme ça, donc pour qu'ils comprennent de quoi vous parlez, voilà comment il faut fonctionner. Il y a aussi un aspect évolutif, évidemment, dans le cocon SEO des frères Perronnet, parce que comme ils s'adaptent au moteur, leur objectif à eux, c'est d'essayer de comprendre le moteur. Donc, à nouveau, il y a cette formation cocon qui existe aussi depuis pas mal de temps des frères Perronnet. Ceux qui l'ont fait au tout début, bah, aujourd'hui, ça serait peut-être pas tout à fait la même chose parce que le moteur a évolué. On a la chance quand même d'avoir un expert de l'algorithmie en France, à savoir Sylvain Perronnet. Il est allé très très loin dans cette recherche-là. Donc on peut quand même considérer que ce qu'il dit est une part de vérité. En tout cas, son approche, elle est très intéressante et elle est quand même un petit peu, elle est connectée avec la version de Burelli, probablement qu'ils ont discuté ensemble, c'est une évidence, mais c'est beaucoup plus voilà, une réflexion Google-esque, j'ai envie de dire, de l'approche Cocon. Là, Euh, on est sur ces deux techniques. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très communes, je trouve. Les éléments sur lesquels ça diffère, on va dire que c'est tout ce qui est off-site, qui n'est pas forcément intégré dans la partie des frères Perronnet, et surtout la dynamique, la technique de maillage interne, en fait. Celle de Laurent est oui, très hiérarchique, même si on n'en parle pas dans cette vidéo, mais peut-être que Laurent s'autorise à casser les silos dans sa formation. Vous irez voir. Alors que celle des frères Perronnet, elle, est totalement liée comment on veut dire, au pourcentage de différence, hein, en le simplifiant entre deux pages. Si deux pages sont proches d'un point de vue sémantique, thématique, on va les appeler comme on veut, hop, elles ont mérite d'être liées, sinon elles ne méritent pas d'être liées. Donc la grosse clairement, différence, c'est quand même pas mal là. c'est ça. Et alors, Ensuite, notre ami Christian avec ses métamos, alors. bah écoute, puisque vous avez l'air d'être très copains, je te laisse parler de son approche que tu dois mieux connaître. Moi, ce que je Non, sais, pas plus que ça, pour le coup. On a c'est pas que mal échangé avec lui, mais voilà, Christian, il est très orienté sur le langage, en fait, sur les mots. Quel est le sens des mots, en fait? Parce que là encore, on pourrait parler de ce fameux sémantique. Et la signification exacte de la sémantique, c'est la signification des signes, en fait. Et il y a peut-être un petit peu de cette idée-là. Donc, Christian Méline est vraiment très après, expert voilà, il a sa technique dans ce des sujet. métamos, hein, qui en effet va Voilà. calculer les différents lexis possibles, etc. Et puis en effet, il a aussi, lui aussi, il a les outils de maillage automatique entre ces différents métamos pour créer la structure de cocon. Voilà, donc ça c'est un petit peu son approche à lui. Et là-dedans, HubSpot, qui donc, je le rappelle, ont créé leur méthodo en 2017, bah, ils ont un petit peu packagé quelque chose qui est assez proche de ce que Laurent propose à l'origine, mais très clairement, HubSpot, c'est pas des SEO, hein. Eux-mêmes ne se considèrent pas comme des SEO, ils considèrent d'ailleurs même que l'inbound marketing, c'est pas du SEO. On sait pas le débat du jour, mais on pourrait largement revenir dessus. Mais eux se considèrent pas comme des SEO. Donc ils ont un peu créé une méthodo qui est, on va dire, un peu plus ouverte que celle de Laurent, mais quand même très orientée marketing. Mais attention, le cluster thématique, c'est une méthode on-site uniquement. Il n'y a pas de partie off-site, il n'y a pas de partie voilà, qui sort, on va dire, de l'écosystème de votre site web. C'est vraiment une technique pure on-site. Et j'ai même envie de dire que c'est une méthode de contenu avant tout, quoi. Il y a une vraie réflexion par rapport à ça. Donc, justement, le volet marketing du cluster thématique et du cocon est très similaire. C'est-à-dire qu'on est très proche
avec justement les étapes de création du buyer persona, la recherche des thématiques principales qui vont permettre de créer notre grappe de contenu, puisque c'est ça le terme aujourd'hui qu'on devrait utiliser, donc l'écosystème de contenu. Moi, j'ai fait les deux formations, donc je peux vous dire, c'est vraiment très proche. C'est les premières étapes. Ça va peut-être faire sourire, on va clairement faire sourire Laurent, mais là, on est vraiment sur des approches qui ont été presque copier-coller. Hmm. Voilà, le marketing, c'est comme Ah, ça. il y a un procès à venir alors là. Voilà, il y a un petit procès, il y a un petit débat qui va peut-être se déclencher sur Twitter. C'est toujours intéressant. Ce qui est important, c'est que l'important, puisque moi je vais plutôt vous parler du cluster thématique, donc de la version de d'HubSpot, c'est que l'objectif, c'est de créer un tunnel de l'information qui part du moteur de recherche, donc notamment Google, pour finir sur la dernière page, la page finale de la conversion. C'est un peu l'idée qui se cache derrière le cluster, c'est comment est-ce qu'on fait venir l'internaute jusqu'à notre site et comment on le fait entrer dans ce tunnel pour l'amener vers l'objectif qui nous intéresse. Et Je précise tout de là où ça va suite être que... intéressant, je pense, et on va en parler après, parce que, et là tout de suite, pour répondre à Laurent qui trépigne derrière son ordinateur en regardant la vidéo, très clairement, c'est aussi aujourd'hui, en tout cas, alors j'ai pas fait la toute dernière version de la formation, mais c'est un des éléments majeurs de la formation Cocon de Laurent, cette notion de tunnel de l'information. C'est, je pense, l'une des premières choses dont il va nous parler. Par contre, si l'objectif d'un cocon est bien de répondre à toutes ces intentions en créant des pages, si j'ai bien compris, et tu vas nous le détailler un peu plus loin dans la discussion d'aujourd'hui, euh, finalement, dans un cocon sémantique en mode Laurent, on peut retrouver des intentions un petit peu partout dans le cocon, alors que toi, tu as une vraie structure de contenu en entonnoir aussi dans tes contenus, quoi. Exactement, et ça c'est la première différence qui est subtile mais qui est importante, je pense, c'est que ça concerne vraiment le modèle du maillage interne. Donc le modèle de Laurent, rapidement, c'est une structure qui est assez stricte, assez réglée, on va dire, claire et nette, il n'y a pas de discussion possible. C'est aussi la raison pour laquelle on peut automatiser dans un sens ce maillage. Alors que HubSpot, Très rapidement, pour résumer la structure de Laurent, on est donc sur une structure hiérarchique. On va partir du thème le plus généraliste possible pour aller le plus profondément possible sur des thématiques longue traîne. Et après, je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas spoiler la formation de Laurent, mais on va avoir différents types de pages, différents types de priorités de pages, avec des pages qui vont en effet être des pages à visée purement commerciale, d'autres pages qui sont à visée un peu plus SEO et d'autres pages qui ont d'autres types de visées. Je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas spoiler Laurent. Mais du coup, on a ces 4 grands types de pages que nous met Laurent en avant dans sa formation qui viennent remplir ces 3, 4 intentions. On parlera de combien il y en a tout à l'heure. Voilà, juste pour refaire un petite parenthèse sur la structure d'un cocon sémantique en mode Laurent Bourrelli. Et j'espère, Laurent, que je n'ai pas dit de conneries. Sinon, tu viendras me taper dessus ou tu viendras refaire une vidéo pour en parler ici. Ça sera, tu le sais, avec plaisir. on nous parlait du cocon version 2022, parce que ça arrive quand même assez vite. Ouais, donc en effet, merci Christophe. Donc ce qu'il faut préciser, c'est que HubSpot, ils ont des règles de maillage qui sont beaucoup moins strictes, ouais, même clairement pas très strictes du tout. Le seul but, le seul objectif de leurs règles, c'est de respecter le cycle d'engagement via leur principe à eux d'intention de recherche, à savoir l'informationnel, commercial et transactionnel, les trois intentions, mais qui se suivent en fait. Le but, c'est de créer vraiment un tunnel, c'est-à-dire qu'on arrive par l'informationnel, on continue avec le commercial, donc les requêtes comparatives, et on continue, on termine avec le transactionnel. Et il y a, on va dire, cette absolue nécessité de respect Dans ta structure en arbre, tes feuilles les plus profondes sont tes feuilles informationnelles, tes feuilles moins profondes sont sur la partie considérationnelle, et donc tes feuilles les plus proches de l'arbre, entre guillemets, sont les feuilles commerciales, si j'ai bien compris. Pas Ça tout à dépend. fait, d'accord. Ça dépend. C'est la première fois qu'on le dit. J'espère qu'on ne va Ça pas le dire dépend, trop souvent. ça dépasse. Ça dépend, bien sûr, ça dépend de la thématique, ça dépend de l'analyse qui a été faite auparavant, puisque l'étape principale de la méthode d'HubSpot, c'est le buyer persona. On ne peut rien faire si on n'a pas identifié le buyer persona. On ne démarre même pas la réflexion de la recherche des requêtes, voire de la thématique de requête, si on ne sait pas à qui on a affaire. Donc ça, c'est très important.
Et Donc là, on est d'accord, copier-coller de Laurent Bourrelli, hein, copier-coller, ouais. Là, petit, ça vient directement de la voilà, méthode de pareil, Laurent. fiche action branding que tous les élèves de Laurent Bourrelli connaissent, hein. Exactement. Avec, encore une fois, ils ont simplifié un petit peu l'approche pour aller plus dans le côté un petit peu marketing, mais ça reprend exactement cette idée-là. C'est pour ça qu'eux, ils parlent de persona tout court, alors que Laurent parle du buyer Ouais, persona. tout à fait. Encore une fois, dans la sémantique, enfin dans la sémantique, pardon, dans la Dans le définition, vocabulaire, dans le je vais dire, dans le vocabulaire. vocabulaire, voilà, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, hein. Le buyer persona et persona, vous irez chercher sur Google, vous verrez, il y a vraiment deux définitions avec des petites règles un petit peu subtiles. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, les règles d'HubSpot, c'est donc de respecter ce tunnel. Mais du Encore une coup, fois, est-ce qu'en exemple simple pour qu'on comprenne tous ici, et moi le premier, parce que j'ai du mal à me matérialiser, je sais pas, sur une vente de souris, quoi, comment est-ce que tu matérialises ça sur 3, 4 pages, enfin en exemple, quoi, et les liens que tu créerais du coup entre ces pages-là. Prends n'importe quel autre exemple qui t'arrange, hein, mais c'est pour qu'on arrive à se matérialiser ça. Si si je te coince oui, pas trop avec cette question, bien sûr. donc tu me coinces pas, mais c'est vrai si je ne sais pas qui achète cette Mhm. souris, déjà Ok, je pars avec un handicap. ok, c'est Parce moi. que, voilà, c'est toi, mais Tu toi, as tu ton es buyer qui? persona devant toi. Voilà. Tu es qui? Comment tu penses? Quel est ton problème? Et surtout, quel est ton besoin? Donc moi, je vais juste prendre un autre exemple pour t'expliquer en fait Ah, mais la tu me connais différence. par cœur pourtant, Je vais Dan. revenir, je vais revenir à la souris, mais la souris, on va dire l'achat de la souris ou l'achat du clavier, ça peut être un achat que tu peux faire parce que tu en as besoin, parce que tu as cassé ta souris et donc tu dois remplacer ta souris. Non, je Mhm. vais quand même prendre cet exemple parce que là, c'est un bon exemple. Par exemple, tu as cassé ta souris, tu peux plus travailler. Donc si tu n'as pas de souris, tu peux plus travailler. Donc tu vas être dans un état qui va influencer, on va dire, ta manière de rechercher. Tu es pressé, tu as besoin de ta souris maintenant, sinon tu ne peux pas travailler. Donc, ta manière de chercher sur Internet est influencée en fait par ton comportement. Donc c'est pas seulement qui tu es, c'est comment ta problématique va influer sur ta recherche. Quelqu'un qui cherche à offrir une nouvelle souris pour l'anniversaire de son fils qui est dans 6 mois, il est beaucoup moins tendu ou stressé que quelqu'un qui doit rendre voilà, un travail très important dans 3 jours et qui a besoin de sa souris spéciale ambidextre qui fonctionne bien avec son Ouais, ordinateur. tu en as besoin Donc, dans l'heure qui suit. Ouais. voilà. Alors, à nouveau, moi je vous parle de mon expérience, mais si vous savez dans quel état se trouve votre persona, eh ben, à nouveau, vous améliorez, on va dire, la précision de son besoin et donc de comment vous allez lui parler, de comment vous allez s'intéresser à lui, quoi. Et Donc, donc là j'arrive donc sur cette première page de niveau informationnel en fonction du persona. Donc je vais ok, vraiment sur de l'informationnel, les souris ambidex, blablabla. Et donc tu fais du maillage dans cette page-là vers des comparatifs qui elles-mêmes font des maillages vers des pages de vente, si je comprends à peu près le truc ou... c'est un petit peu ça. C'est-à-dire on a la certitude on est sur un site e-commerce, donc la fiche produit sera forcément la page transactionnelle de finale. Il peut y avoir des pages intermédiaires, ça arrive dans certaines situations. Le matériel informatique, c'est un bon exemple parce que les souris, il y a énormément de modèles différents. De Même technologie, de le marque, ouais. modèle, voilà, même le modèle dont on parle précisément, qui est dans notre fiche produit au final, peut changer enfin pas d'une semaine à une autre, mais il peut y avoir une série qui change. Donc du coup, on va se servir peut-être d'une page transactionnelle intermédiaire, enfin qui a vocation à cibler l'intention transactionnelle, qui va être intermédiaire et qui va permettre d'être plus ou moins là en toutes circonstances, même si le produit il est amené à changer. Mais la finalité, c'est quand même notre page produit, et même j'ai envie de dire encore plus loin, c'est le panier, notre finalité. Notre Mm, finalité, c'est qu'il ajoute le produit au panier, qui mm, paye et tout ça. C'est ça qui nous intéresse. Arriver sur la fiche produit, bon, on est très content, mais on veut qu'il clique sur le bouton ajouter au panier, c'est ça qu'on veut faire, d'accord? c'est mieux. Donc on doit l'inciter, on doit le convaincre. L'informationnel, je reviens à la première étape, n'a pas vocation à convaincre. L'informationnel, il a juste vocation à informer, à dire voilà ce qui existe. Il y a les souris ambidextres, il y a les souris pour les gauchers, pour les droitiers, il y a les souris de gamer qui existent. Une souris, bah voilà à quoi ça sert, mais on peut aussi utiliser d'autres types de matériel. Donc l'informationnel permet de faire comprendre quelle est la problématique. Mais si l'internaute il sait déjà ce que c'est qu'une souris, il ne va pas chercher
à comprendre ce que c'est une souris, il sait déjà ce que c'est. Oui, Donc, il va l'informationnel, souvent c'est toute l'étape pédagogique ouais, où finalement on va presque faire découvrir la solution à un problème alors qu'il ne connaissait pas la solution. Imaginons, en effet, c'est un exactement. mauvais exemple, mais voilà, je suis devant un ordinateur, il y a une flèche dessus et je ne sais pas comment la faire bouger. L'informationnel, ça serait ça. Et là, je vais dire, oh, mais ça s'appelle une souris. Voilà. Donc ça c'est important que j'explique aussi, je l'explique aussi à mes clients parce que parfois c'est pas très clair, mais l'internaute, quand il a un besoin, parfois il peut déjà avoir des connaissances sur la solution potentielle à son problème. Ça ne veut pas dire que c'est celle qu'il va choisir et ça ne veut pas dire que c'est celle-là qui est la bonne. Quelle est la bonne, ouais. Mais n'empêche que c'est celle qui croit. Moi j'ai travaillé dans l'informatique pendant longtemps, je sais ce que c'est qu'une souris, mais il y a peut-être des choses que je connais pas. Mais je ne vais pas taper dans Google qu'est-ce que c'est qu'une souris. Ça ne va pas être ça ma recherche. Moi, ma recherche, elle est directement transactionnelle parce que je sais quelle marque je veux, Mm, je sais quel modèle et je sais à quel prix. mm, Donc, en fait, le cycle d'engagement n'est pas toujours respecté à 100%. clairement. Mais Donc, donc ça, c'est d'où voilà, l'importance de toujours créer des contenus sur ces trois niveaux, exactement. voire on peut rajouter le quatrième niveau navigationnel, mais qui n'est pas forcément le plus simple. Là, on est vraiment sur du branding, choses de ce Voilà. genre-là. Et donc, voilà. Et donc, dans la théorie du topical cluster, enfin, on va dire page grappe sémantique, grappe, bip, Grappe de contenu, on a grappe dit, de Christophe. contenu. Je vais y arriver, c'est pas sûr, parce que tu sais, les déformations qu'on a depuis des dizaines d'années, c'est pas simple. Donc, dans cette thématique de grappe de contenu, en fait, ton maillage interne, si j'ai bien compris, toi, il est aux petits oignons, en fait, il est artisanal. Ouais. Il est clairement artisanal. Optisanal, Artisanal, il est. c'est pas mal, optisanal, c'est Oh là là, mince. la contraction entre le optimisé et artisanal. J'adore ce mot, Ouais. optisanal. Bon, faire attention, ouais, bon, Attention, tapez pas ça dans Google parce que vous allez avoir des soucis. je sais pas, Euh, mais optisanal, ça me plaît. Donc il est aux petits oignons, évidemment, et ça c'est un petit peu... voilà, moi ma vision, et c'est ma vision du SEO, hein, je sais que je la partage pas avec tout le monde, mais pour moi c'est quelque chose de très précis, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas créer 1 milliard de contenus, les connecter n'importe comment et espérer que ça peut fonctionner. Il y a une vraie réflexion sur pourquoi est-ce qu'on va mettre le lien interne à cet endroit-là, pourquoi on la met sur cet encre, pourquoi on la met sur cette citation, pourquoi on la met sur ce titre. Voilà. Il y a une vraie Ah, réflexion. Et ouais, ça, pourquoi je pense comme ça, c'est parce que depuis maintenant tu l'as pas mal testé. d'années, je fais beaucoup d'analyses comportementales avec les cartes de chaleur et je me suis moi-même rendu compte que les internautes utilisaient le web de manière complètement différente. J'ai même découvert des choses et pourtant, on est tous ici des utilisateurs du web, mais vous imaginez pas à quel point quelqu'un qui est stressé, mais réellement stressé, il utilise votre page web de manière complètement différente. C'était Moi, la l'exemple petite justement que je voulais discussion utiliser, qu'on a eue tout à l'heure. Regardez vos parents, des gens qui n'ont pas l'habitude voilà, d'utiliser l'Internet. Et en effet, mes parents par exemple, vous allez découvrir des modes d'utilisation qui sont à 10 000 lieues de ce que vous avez l'habitude de vous-même de faire. Et en général, moi, je sais que c'est des choses qui m'agacent quand je suis derrière l'ordinateur mais même souvent, c'est chez des clients, hein. Hier, j'étais chez un client, on avait un nom de domaine à acheter et je voyais qu'à un moment, même, il me dit, mais écoute, prends le clavier et fais-le, tu vois, parce qu'il était en effet devant le truc, stressé, et en effet, c'est plus du tout la même vie, quoi. Ouais. voilà, clairement, donc il y a cet aspect de ceux qui ne savent pas forcément ou qui l'utilisent de manière différente, mais il y a aussi celui, et donc ça c'était l'exemple que je voulais utiliser, c'est demain tu te réveilles et dans ta cuisine tu as plein de petites bestioles qui se mettent à courir partout, je peux te dire que tu vas entrer dans un état de panique, utilisateur web ou pas, qui vont Clairement. complètement influencer en fait ta manière de rechercher. Donc c'est vraiment très important de se dire, l'internaute il arrive sur ma page, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Mm. Donc, c'est un petit peu le fruit de cette réflexion, mais je précise tout de suite que tous les projets sur lesquels je travaille sont l'occasion de tester, d'expérimenter en fait. Il n'y a rien qui est dans le marbre, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, des règles, il y a, on va dire, Tu, des tu, aspects alors, fondamentaux, on va dire. tu testes, tu fais de la B-testing sur tes pages pour tester tout ça, et puis tu mets du Hotjar ou ce genre d'outil-là et tu regardes ce qui se passe. Ok. Ouais, je ne vais pas trop spoiler ma conf du SEO Camp qui arrive la semaine prochaine, mais c'est un petit peu Au ça. On est contraire, allez-y, vous allez apprendre plein de choses, je pense. exactement. Ok.
Tu exactement. passes, Et c'est quand le vendredi, vendredi début d'après-midi, toi, c'est ça? moi, je pars non, à 11h25 le Ah oui, vendredi. c'est juste après, pas de pub, juste après ma conf à moi, Exactement, juste avant. exactement. Il faudra courir Il va falloir pour courir entre aller. les deux confs. En plus, c'est pas pratique, je crois qu'ils ont prévu des temps d'échange entre les confs, donc ça, je vais peut-être louper le début, mais je regardais le replay. C'est pas grave, c'est pas grave. La partie analyse comportementale arrive forcément après, évidemment, une fois Mm. on a réfléchi un petit peu à tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour revenir au sujet, je me permets de recentrer sur le maillage interne. Il y a des choix qui parfois vont être faits euh, au péril, on va dire, d'un travail très minutieux, mais on n'oublie jamais que c'est quand même l'internaute qui décide à la fin et qu'on peut être amené à changer ce qu'on pensait être une évidence, en fait. Et Mm. c'est ça qui est intéressant avec l'analyse comportementale, c'est qu'en fait, on se rend compte que le gros bouton vert qui clignote, bah, il n'y a que ça qui marche, en fait. Donc, bah, s'il n'y a que ça qui marche, bah, malheureusement, il Ah, faut le faire, en fait, tout j'aime simplement. bien, Voilà. j'aime bien ta remarque. Alors, le qui clignote, je sais pas, mais c'est un truc. Alors, je sais pas si tu vas nous en parler dans ta conf. Alors, le coup du bouton vert. C'est anodin ce que tu viens de dire ou c'est Non, c'est pas parce que anodin du moi tout. souvent j'ai tendance alors même si au final on le fait jamais mais toi je vais en parler moi dans ma conf demain chez CEO Garden Party. Alors je sais pas quand je vais sortir la vidéo qu'on est en train de tourner tous les deux donc elle sera peut-être déjà passée mais justement je pense que je vais en parler, je sais plus si c'est dans celle-là ou dans une autre, j'en fais tellement ce moment que je sais plus, mais justement, voilà, les précos, souvent, c'est de se dire, bah, finalement, les boutons qui marchent le mieux, c'est les boutons rouges, les boutons verts. Oui, non, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi, je peux vous répondre très clairement. Il y a des études de neurosciences qui ont été réalisées sur quand même des périodes assez longues de plus de 10 ans. Donc, c'est quand même assez, à l'échelle du web, on va dire, c'est quand même beaucoup. Et très clairement, la couleur Hmm. influe énormément. Donc là, je ne l'ai plus en tête, mais vous taperez ça dans Google, incidence des couleurs sur le taux de clic. Vous Hmm. verrez, il y a des études hyper intéressantes sur le sujet. Et alors justement, le vert, parlons-en, le vert et le rouge. Donc le rouge, dans l'esprit, on va dire, des gens, ça veut dire l'urgence. L'urgence, ouais, c'est ça. Urgence, c'est danger en fait. Donc si sur votre bouton ajouter au panier, vous mettez du rouge, mais en fait les internautes ne vont pas cliquer parce qu'ils se disent oula, danger quoi, il ne faut pas que je clique là-dessus. Alors que le Ok, vert amène ouais, d'accord. plutôt à se dire ok, c'est safe, on peut y aller. Donc ça c'est une réalité, hein. Il Ok, y a c'est rigolo, parce que moi j'ai des vu quand même centaines pas de mal tests. Ouais. d'études qui poussaient le rouge, hein, quand même, pour le coup. Hein. Le problème du rouge, c'est le côté un peu, vous savez, c'est comme sur Booking quand ils vous balancent le message en attention, il ne Hmm. reste plus que deux chambres Ouais, disponibles, mais dépêchez. bon, finalement, ce côté urgence, c'est quand même la base de la publicité, du copywriting. C'est ce que j'ai plus le mot anglais qui convient bien, mais c'est quand même la base de la vente, quoi, c'est le côté d'urgence. Oui, mais à nouveau, Ok, sur les bon, analyses moi qui ont été réalisées, te fais moi je peux confiance. Ça franchement vous marche. dire qu'il y a beaucoup Bon, d'internautes qui après, se sont après, agressés très en fait. clairement, le verre été aussi beaucoup utilisé. Je crois que pendant des années, Decathlon a utilisé le verre. J'ai fait le test il n'y a pas longtemps parce que justement, je vais en parler demain. Là, ils ont un joli bouton jaune pour le coup, le Decathlon, qui Oui, m'a un peu étonné, mais après, tu me diras ce que tu en penses parce que, alors, c'est une discussion que même si je ne l'ai pas eu directement, c'est une discussion que j'ai en tête en ce moment parce que dans la liste des couleurs préférées des gens, je crois que le jaune arrive en 8e position, donc il est quand même bien loin derrière le bleu, le rouge, le vert, le orange, etc. Parce qu'il y a une petite différence homme-femme. Je crois que les hommes préfèrent le jaune et les femmes préfèrent le orange. Les deux places sont inversées, mais au niveau de 7-8. Et donc, j'ai presque été étonné, moi, de voir ce bouton jaune chez Decathlon. Tu me diras ce que tu en penses. Mais par contre, dans tous les cas, en termes du X, c'est pas parce que votre logo est bleu et qu'il n'y a que du bleu dans votre logo qu'il faut que votre bouton de call to action soit bleu, parce que ça sera certainement pas le plus efficace. encore une fois, testez, faites des tests. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont vraiment très simples à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de développeurs pour faire des tests. Où on peut, en quelques instants, en segmentant intelligemment, bah, on peut faire un test et voir si le bouton de telle couleur, ça fonctionne. Encore une fois, il y a peut-être quelqu'un dans les commentaires qui dira, ouais, nous, on a un bouton fond noir, couleur blanche, et ça fonctionne très bien. À nouveau, Hmm. ça dépend, ça dépend. Il faut faire des tests. Je sais qu'il y a certains secteurs, donc là je vais prendre le secteur de la vente de matériel auto, donc accessoires auto. Il y a plein de sites qui sont un petit peu entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire des tableaux, on tape le nom de la référence et ça vous balance toutes les références possibles et imaginables. C'est pas des jolis sites, hein, c'est vraiment pas des sites hyper designés, mais c'est pas le sujet, ça C'est ce qui fonctionne. fonctionne pour ce Voilà, type de site, ouais, tout à fait. ça fonctionne. Donc est-ce Hmm. qu'on reste dans ça fonctionne ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de joli? Voilà. Moi je rentre pas dans ce débat.
Simplement, ce que je dis, c'est que, et pour replacer sur le sujet, c'est que je fais des tests et j'analyse aussi les Mm. comportements des internautes pour me rendre compte que tel ou tel choix fonctionne ou ne fonctionne pas. Et c'est en restant, on va dire, humble face à l'internaute, parce que c'est quand même lui qui décide au final, eh ben, Mm. vous ouvrez la possibilité d'avoir des meilleurs résultats sur votre contenu. Et On n'a pas parlé on va fermer cette parenthèse couleur, de... UX, machin. Je vais juste la fermer parce que c'est une discussion qu'on peut avoir. Pour moi, c'est du SEO. Alors, je pense que tu es d'accord avec moi. Et pour moi, c'est du SEO, notamment parce qu'on a quand même notre copain Wrongbrain qui est là derrière et qui vient changer les résultats des SERP en fonction de l'analyse comportementale de ce que fait l'internaute sur ton site. Donc, clairement, il y a du SEO. Et puis, pour moi, c'est aussi du SEO de manière encore plus indirecte parce qu'un client qui aura eu une bonne expérience utilisateur et au sens large, une bonne expérience d'achat sur ton site, Exactement. qui va être content, va être un client fidèle. Et qu'est-ce qu'il va faire demain? Il ne va pas taper souris pas cher, il va taper Logitech sur Internet. Et donc, branding, et donc trafic 3 tiers. Et petite truc rigolote, c'est que quand on va aller voir des sites internet qui sont devant nous dans les SERP et qu'on ne sait pas pourquoi, si on va mettre leur marque dans un Google Trends, ben, il y a quand même de grandes chances qu'on voit un truc qui est vachement haut par rapport à nous. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, il faut savoir que ça, ce dont tu parles, ça s'applique à tous les internautes, c'est-à-dire ceux qui sont dans cette phase transactionnelle, mais aussi ceux qui sont dans la phase Mhm. informationnelle. Quelqu'un qui a un problème et l'article de votre blog informationnel lui a expliqué avec ses mots simplement, il a compris de quoi ça parlait, et bien ça, il le garde en mémoire. Et ça, c'est pareil, Mm. hein, c'est de la neuroscience. Au fur et Mm. à mesure de C'est de la ces étapes de programmation, hein, recherche, c'est de la voilà, programmation. Mm. la première fois qu'il avait son problème, il est tombé sur votre site et vous l'avez convaincu ou vous l'avez fait comprendre quel était son problème, ben, le moment où il va venir comparer les solutions, il retombe sur votre site, vous lui proposez différentes solutions sans forcément essayer de les vendre, je précise quand même, Mm. et à la fin vous essayez de lui vendre quelque chose, et ben, toutes les étapes qui sont passées, vous l'avez convaincu en fait. Exactement comme un vendeur dans un magasin qui fait des approches du prospect, du client potentiel, et ben là c'est un petit peu la même chose. Faut vraiment se dire, et moi, vraiment, c'est une conviction personnelle, les articles de blog informationnels ne sont pas là pour vendre, ils sont juste là pour informer. Et ça peut avoir énormément de puissance sur le futur. Mais à nouveau, C'est ça ne sûr. s'applique pas à Après, tout le monde. encore une Voilà. fois, en reprenant l'image de la pub, je crois que le message d'une pub doit être vu au moins 7 fois avant de commencer à impacter. Et si on fait une analogie avec le web, on va dire qu'il faut que le gars ait été un peu vu 7 fois, c'est du flan, hein, le 7 fois, hein, mais il Ouais. faut qu'il t'ait déjà vu un certain nombre de fois avant d'avoir envie d'acheter chez toi, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, puisqu'on en parle, à cette fameuse étude qu'a sorti Google il n'y a pas trop longtemps, là, il y a 2 3 mois, en 2021, donc, où ils expliquaient qu'il fallait X, que l'internaute Mm. tapait X requêtes avant de trouver, on va dire, le résultat qui, selon lui, était parfait. Et je me demande si c'était pas le chiffre 7 justement. D'accord. Donc, c'est pas du premier coup que l'internaute il va vous trouver ou qui va être convaincu par ce que vous dites. C'est un processus qui est plus ou moins long. Et je redis ce que j'ai toujours dit, c'est que ça dépend du comportement de l'internaute. Tous les internautes ne fonctionnent pas pareil. Et puis Comportement à on part. va débunker un truc tout de suite aussi par rapport à finalement ces différents types d'intentions de recherche. Et tu as un super graphique sur ton site, là, vous irez voir sur le site d'Ineolab, on mettra les liens dans la vidéo. Tu as un super graphisme qui permet de se rendre compte que si on se met à penser uniquement en mode transactionnel, fiche produit, bah, on loupe 90% du trafic. Donc, je ne sais pas, toi, je ne me rappelle plus exactement les chiffres que tu as mis sur les différentes branches de tes 3 intentions. Moi, je considère que grosso modo, le transactionnel, c'est 10%, et puis le reste, ça va dépendre. Donc, toi, tu as un super graphique. Toi, tu estimais à quoi à peu près la répartition C'est plutôt, ouais, c'est 70% la informationnelle, recherche informationnelle, c'est entre 20 et 25% pour ce que j'appelle le commercial, c'est-à-dire les recherches comparatives où considérationnelle, on a des comparative, questions ouais. potentielles. Voilà, et le reste, c'est le transactionnel. Donnée très importante, la publicité, Google Ads, Facebook Live, n'est que sur ce dernier tiers, que Eh sur le ouais, transactionnel. eh Quand vous oui. faites de la pub, vous êtes que sur ces 5 ou 10%. Et oui, Les techniques tout de concours, tout le monde se bat pour etc. une petite part de gâteau qui certes a des Ouais. grosses volumétries, mais tout le monde est dessus alors qu'il y a plein de pages Alors qu'il y a avec plein d'autres choses petite intéressantes. volumétrie et plein de trucs. Ok, génial. Exactement. Allez, on va avancer un tout petit peu sur notre liste de sujets. Et pour le coup, on a pas mal traité de choses on en est à un instant T où c'est bien. Tu nous as expliqué ce que c'était
un topic cluster, ce que c'était que des grappes de pages. On a bien compris les intentions de recherche, on a bien compris où il fallait aller. Tu nous as expliqué comment faire le maillage, même si c'est un petit peu artisanal, optisanal, comme on a vu tout à l'heure. Et on reparlera peut-être un petit peu quand même de deux, trois petites règles quand on va parler un peu plus du X et de comment techniquement on peut faire les choses. On parlera ça en fin de vidéo. Donc, restez là jusqu'au bout parce qu'il y a des choses très pratiques et techniques à mettre en place pour des victoires rapides. Mais une des questions qu'on a aujourd'hui, et c'est un des gros sujets sur lequel on n'est clairement pas tous d'accord, les SEO, c'est est-ce qu'un topic cluster est à côté d'un site? Est-ce que c'est un site? Est-ce que ça se maille les uns entre les autres? Alors, je sais qu'on partage une certaine vision là-dessus, et donc je voudrais bien que tu nous expliques, toi, ta vision et qu'est-ce que tu en penses? Oui, donc pour moi, ça c'est une autre différence qui est importante entre le cocon version Laurent Bourrelli et le cluster thématique version HubSpot, c'est que un cluster, ça peut intégralement s'insérer dans la structure d'un site web. C'est-à-dire qu'un site web peut devenir un cluster complet. On peut considérer que la page d'accueil, c'est notre page pilier de notre grappe de contenu et les différents éléments de page qui en ressortent sont les différents silos qui vont en ressortir. Il y a des questionnements évidemment sur l'aspect hermétique, mais ça c'est un autre débat. Mais je pense que dans certaines situations, à Dans nouveau, certaines pas dans situations, toutes les ouais. situations, ça peut très bien s'adapter. Et dans d'autres situations, on a aussi cet effet on va créer une page qui va par exemple être les guides sur la souris et derrière on va avoir les différents guides qui existent et Ouais, là on aura nos différents clusters. si on revient à notre exemple de souris et de Logitech, la page d'accueil, elle a une visée totalement branding. Elle vise Logitech, elle ne va pas viser autre chose. Et en effet, par contre, tu peux avoir des pages catégories ensuite qui, elles, peuvent être des piliers, des têtes, je ne sais pas comment tu appelles ça, de clusters du coup. Exactement. Ouais. Exactement. Et à nouveau, ça ne s'adapte pas à tout. Alors, très clairement, je pense que ça s'adapte mieux aux sites qui sont monothématiques. Parce que Mm. forcément, quand on a tout le site Ouais, qui c'est ça. traite que d'une seule thématique, bah, c'est beaucoup plus facile. Moi, Alors que les sites c'est ce que je fais. multi-thématiques, Sur un site monothématique, je ne m'embête pas. Moi, je fais des sites cocons, et ça marche très bien. ça marche très bien, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler juste après sur la question de l'indexation qui est importante. Mais en effet, ça dépend. Ça Restez dépend là, on va parler d'indexation, vous avez entendu? de la situation de votre site. Vous avez un site qui a 5 pages, vous voulez ajouter un blog et vous envoyez 100 pages d'un coup dans votre cluster, ben, c'est très bien, mais c'est peut-être pas tout à fait adapté Et tu à fais du votre teasing, site on web. en parle un peu après. Ouais. Allez, alors tu voulais quand même revenir sur cette notion. Alors je reprends un petit peu nos notes où tu me parles de niveau, de sous-cluster. Là, tu commences à me perdre, donc je te redonne complètement la main là-dessus. Je te donne le lead. Allez, vas-y, balance-nous de la méthode. Ouais, donc pour vous donner un exemple très concret, j'ai monté mon propre site, donc ineolab.fr, comme un gros cluster monothématique, dont la thématique principale, eh ben, c'est la méthodologie d'Ineolab en termes SEO en fait. C'est ça la thématique de mon site. C'est comme ça que le site a été monté. Et concrètement, la page d'accueil, donc c'est la page pilier de la thématique méthodologie Neolab qui permet ensuite d'ouvrir vers le niveau d'en dessous, donc sous page pilier, qui va être la méthode SEO expliquée, les spécialistes SEO, le contact, ce genre de choses. Donc en fait, le site est vraiment structuré comme ça. Et alors du coup, on pourra aller faire un peu de reverse engineering, on va espionner un peu tout ça, mais Exactement. ta page pilier avec quel objectif? Alors je sais qu'on t'aime pas parler de requêtes, tellement toi tu aimes bien parler de thématiques en termes d'objectifs, mais donc ta page pilier qui est ta page d'accueil avait à quoi comme objectif du coup de positionnement? Ben, l'objectif de positionnement, c'est qu'on peut quand même pas lui enlever le fait que c'est la page d'accueil d'Ineolab et qu'elle va avoir l'objectif on va dire de cibler la thématique Ineolab. Mais mon idée, et c'est ce que je veux essayer de faire comprendre à Google, c'est que derrière Ineolab, il y a cette méthodologie en fait SEO quoi. Et finalement, quand on parle de thématique, c'est aussi une association d'idées. C'est ça qui est assez important, quoi. Donc derrière, pour moi, le branding, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et à qui on s'adresse en fait. C'est pas juste une marque
Et voilà, on vous affiche la marque et c'est Hmm. rien de plus. C'est que voilà, quand on voit Amazon, on sait ce qu'il en est. Derrière, on n'a pas besoin d'avoir tout un texte d'explication. Donc c'est un peu la même idée qu'il y a derrière ça. Et pour expliquer ça aux internautes et pour expliquer ça à Google, eh ben, on va dérouler tout un process de pages en fait pour expliquer. Et ensuite, il y a différents niveaux. Sur Ineolab, clairement, il n'y a que 3 niveaux. Hein. C'est un petit site, il y a une cinquantaine de pages. Alors pour ceux qui voudraient faire du reverse Après, du engineering, coup, est-ce que tu n'es pas un petit peu sur un espèce de cocon multitête finalement dans ton Ineolab? Enfin, un cocon ou je sais pas. Parce que là, d'après l'échange qu'on a, finalement, ta page d'accueil n'a pas forcément de visée purement SEO. Du coup, elle reste branding. Donc, ta structure qui emmène tout le jus vers la page d'accueil, de toute façon, dans le principe, elle l'a déjà, quoi. Donc, après, c'est quand même tes sous-structures, tes sous-pages qui, elles, vont maximiser la prise de jus, quoi, du coup, si je comprends bien. et dans l'autre sens. Parce qu'il ne faut pas oublier l'autre sens. Il ne faut pas oublier la page d'accueil qui envoie vers les autres pages. Clairement, la page d'accueil, Et, c'est son rôle, c'est le voilà. rôle de la page, elle distribue du jus, mais en échange, il y en a qui remontent aussi. Donc, ouais, ok. Exactement, et on oublie, et puis alors ça c'est pas évident pour ceux qui maîtrisent pas bien justement les principes un petit peu du maillage interne, mais il faut pas oublier que quand on envoie un lien à une page, c'est aussi pour en récupérer un petit peu de sa force, ça c'est un peu le principe du PageRank interne, donc il y a aussi ces aspects-là. Alors pour ceux qui auraient envie d'analyser le sujet, il faut savoir que sur mon site en particulier, je fais des tests en fait, hein, je fais comme pour mes clients, on fait des tests, on regarde ce qui se passe, on regarde comment. Évidemment, Google mange tout ça. On regarde comment les internautes utilisent le site. Hein. C'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça sera toujours comme ça. Donc, il y a une vraie réflexion de départ qui est très importante, mais on n'oublie jamais que la méthode, bah, c'est comme tout en SEO, faut tester. Il faut tester et puis voilà, faut rester un peu ouvert au changement. Et même si je suis sur mon site Neolab et que j'ai envie de faire les choses comme je veux, si je veux que ça fonctionne, il faut aussi que je m'adapte à ma cible. Ça, c'est quand même très important. Voilà. Ton site, tu l'as Donc, lancé là, il y a quoi? Il y a quelques semaines là, maintenant, c'est ouais, ça? il y a un mois environ. Donc, D'accord. Donc là, c'est bon, tout c'est récent. trop tôt aujourd'hui pour voir des évolutions, surtout vu les caprices que nous fait notre copain Google en ce moment, mais ça sera C'est sûr. intéressant de suivre tout ça. Ok. Ouais. Alors peut-être sur des points un petit peu techniques, parce que alors, tu le sais, hein, je suis venu t'embêter avec ça quand je suis allé voir ton site, parce que moi j'ai mon chevalier blanc de référence, enfin il y en a d'autres, mais j'en ai un que j'ai bien avec toi, hein, chevalier blanc, et puis je me suis amusé quand même à parcourir un petit peu ton site rapidement. Je n'ai pas fait de reverse engineering, je sais pas, mais je suis quand même tombé sur des liens obfusqués, des choses comme ça, et je me suis dit, oh, mais Dan, tu fais des liens obfusqués? Et oui, ayant offusqué. Alors, je l'ai déjà dit, mais je me permets de le redire, mais s'il y a quelqu'un de Google qui est là, il viendra nous le confirmer ou pas, mais j'ai quasiment la certitude que dans les guidelines de Google, il n'est pas écrit noir sur blanc que l'offuscation c'est interdit. C'est pas ça qui est écrit. On est d'accord. Ce qui est écrit, c'est que si vous créez un lien vers une page qui est différent pour l'internaute et pour les moteurs et que ça trompe l'internaute, alors c'est une mauvaise pratique. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que l'offuscation, si elle est utilisée d'un point de vue UX, eh ben, ça ne trompe pas l'internaute. Justement, c'est pour l'internaute qu'on l'utilise. Et moi, par exemple, dans le cas d'Ineola, mais c'est le cas sur d'autres sites, Et puis, on ça va vient utiliser aussi, enfin, de manière purement mercantile. exactement. Une offuscation, on le dit en français ou en anglais, bien faite, va aussi largement aider les robots de Google à crawler ton site de la meilleure façon possible et de ne pas perdre de temps et de ne pas perdre d'argent. Donc, il n'y a aucune Voilà. raison que dans la mesure où tu ne viens tromper personne et que tu l'aides à faire bien son job pour moins cher, pourquoi il viendrait t'emmerder? Exactement, il sera très content. Il y a une chose qui est très importante, et ça, c'est peut-être un peu la limite du modèle, mais c'est vrai que le cluster thématique, c'est un modèle qui est très hermétique, qui est très fermé. Donc ça veut dire, et on en a parlé rapidement avant, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire un lien qui pointe vers une autre page qui se trouve dans un autre cluster qui est lui-même fermé? Si on respecte les Toi, règles. tu utilises jamais le terme de silo, j'ai remarqué. C'est un choix ou... C'est un choix, oui, c'est un choix. Après, je dois dire, en fait, le problème de Silo, c'est qu'à nouveau, si vous tapez Silo dans Google, vous allez trouver tout et n'importe quoi sur le terme. Et moi, Ok. je veux juste pas tromper tout le Donc, monde, quoi. toi, Donc, tu je veux préfère vraiment rester. parler de grappes qui sont Ouais, isolées, et est-ce qu'on ouais. s'autorise ou pas à sauter d'une grappe à l'autre? Voilà.
Donc, dans le modèle d'HubSpot, Moi, je non, m'autorise, on mais n'a pas bon, le après. droit. Voilà. Dans le modèle, on ne doit pas le faire. Maintenant, on peut être amené à le faire. À nouveau, HubSpot n'a pas testé tous les sites possibles. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh ben, moi, je vous réponds ce qu'on répondra à tout le monde. Ça dépend. Dans beaucoup de situations, en effet, on va utiliser l'offuscation parce que ça permet à l'internaute d'aller voir ce contenu qui est dans une autre grappe de contenu, mais pas à Google. Et dans d'autres cas, parfois, eh ben, on va quand même ouvrir. C'est-à-dire que Google aura aussi la possibilité de passer. Encore une fois, ça Là, pour dépend le coup, de vraiment toujours, beaucoup de pour le paramètres. coup, si on en va revenir bêtement à la mathématique des frères Perronnet. Exactement. Si d'un point de vue, on va se rappeler, Google calcule des vecteurs sur des expressions, sur des mots, des phrases, sur des paquets de mots. Il va pas très loin, il n'est pas très fort pour calculer des gros vecteurs, ne l'oublions pas, d'où le passage indexing. C'est pas parce qu'il avait envie, c'est parce qu'il ne sait Exactement. pas faire autrement. Mais une fois qu'il a calculé ses vecteurs, si les deux pages, à un point de vue distance entre les deux vecteurs, le fameux cosinus de Salton. Si c'est proche, voilà, faites votre lien, ça va plaire à Google. Si c'est pas proche, le faites pas. Donc c'est un peu compliqué pour nous, pauvres humains, de calculer comme ça automatiquement le cosinus de Salton. Tout le monde n'est pas Sylvain Perronnet, mais il y a des fois où c'est logique. Voilà, c'est ça. Faut pas oublier que le moteur lui-même, il apprend un petit peu de ce qu'on lui fournit comme information, hein. Si on enlève tous les sites web de l'index de Google, Google fonctionne plus, hein. Il a besoin des sites, il a besoin d'apprendre. Donc, Et il a surtout besoin des montrons-lui en liens. fait, Il a besoin des il a besoin des liens liens, voilà. et Il des a besoin des sites. liens, Ouais. voilà, évidemment. Donc, ça, c'est important. Cet aspect-là. Donc, pour moi, l'offuscation, c'est comme toutes les techniques, hein. Je veux dire, si vous générez du contenu hyper dégueulasse, que vous créez 1000 contenus et que vous les mettez sur votre site, vous transgressez les règles de Google. Et pourtant, vous avez créé du contenu. Donc, faut quand même faire attention entre les règles de Google, la réalité de l'internaute qui, lui, a besoin de trouver son information, d'acheter son produit. Et puis voilà, faut rester un petit peu dans des règles de bon sens. Donc, c'est pour Ok, ça que l'offuscation, c'est pas une technique black hat pour moi, c'est une mauvaise manière de penser. ça L'offuscation marche. peut être utilisée pour faire du black hat. Voilà. Bon, j'espère que ton serveur est un peu costaud. Parce que là, je pense Oui. qu'avec le succès de la vidéo, ça va crawler dans tous les sens. Ah oui, et puis j'ai hâte de lire justement les critiques constructives, j'en suis sûr, d'un certain nombre de personnes. Et allez-y, justement, c'est l'occasion de C'est voir, parce que intéressant. là, Ouais, c'est une vraie expérimentation t'es qui a ouvert à été faite. l'échange là-dessus, donc ça, c'est top, quoi. Ouais. Exactement. Et n'oublions pas, alors moi, Constructif, voilà, encore une fois. voilà, moi, je suis prestataire Dan, de il est site. là, il est top. Alors, je trouve ça très sympa, tu es très transparent, tu arrives, tu nous dis, voilà, j'ai appliqué ma méthode sur mon site. Je ne dis pas que c'est parfait, c'est une méthode, elle est améliorable, perfectible, et c'est le but d'une méthode. Mais voilà, faites-vous plaisir, décortiquez, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est top, Exactement. c'est génial. Exactement. Et on en remet une couche sur le SEO Camp parce que c'est quand même l'occasion d'en parler, c'est dans pas longtemps. Le SEO Camp, c'est aussi l'occasion d'aller discuter avec les référenceurs, les SEO, les gens qui travaillent avec différents types de projets et typologies de projets. Et c'est intéressant d'aller échanger là-dessus. Donc tu parlais de Decathlon avant. Je pense que travailler avec un site comme Decathlon, c'est pas la même chose que travailler avec le site de Ineolab, c'est pas la même chose. Il faut bien se rendre compte que là, on présente pas une méthode révolutionnaire qui va fonctionner dans tous les cas. Voilà, il y a une méthode qui existe. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer derrière à votre site? Ça, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a des méthodes, il y a des règles, il y a, on va dire, des guides qui peuvent vous aider. Mais derrière, c'est quand même à vous de faire et c'est par rapport à votre thématique, à votre SERP, à vos concurrents. Voilà, il y a quand même ça qui rentre en ligne de compte et ça, on ne peut pas l'enlever, clairement, quoi. Toujours tester, analyser, et c'est aussi un des messages que moi j'essaye de passer de plus en plus. Il faut qu'on arrête de tous se copier les uns les autres, parce qu'en fait, on voit tous des sites internet qui sont tous faits pareil. Il y a eu une belle étude dont on a parlé la semaine dernière, je crois, dans le live du SEO Camp, de l'ActuWeb et SEO Camp, sur ces fameuses longueurs de description de catégories, etc. Voilà. Finalement, à un moment, il y a un qui l'a fait, et puis en mouton de panurge, tout le monde se met à le suivre. Alors, en effet, ça a l'air de marcher, et tant mieux. Mais finalement, peut-être qu'avec moins de contenu, ça marche tout aussi bien. Donc, voilà, c'est pas évident non plus quand on est prestataire, comme nous, puisqu'on vient vendre une presta, et c'est difficile de dire, bah ouais, je vais te vendre 200 mots, puis si ça va pas, je t'en rajouterai 500. Donc, c'est pas simple, je trouve, aussi dans l'approche. On est obligé à un moment de se fixer des cadres, et c'est difficile de faire comprendre à un client, on va tester, si ça marche pas, on adaptera. Souvent, ils veulent un devis de départ. Donc,
je sais pas si l'approche avec ta méthode en cluster change cette difficulté-là ou pas, mais je pense que c'est aussi pour ça que des fois, on a tendance à y aller en mode bourrin, quoi. On y va, allez, on fait 1500 mots, mais si on avait besoin de 200, bah, tant pis. C'est un peu au couillon, mais... Alors, pour te répondre, mon approche, évidemment, elle est très pédagogique. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer aux prospects, aux clients dès le départ, comment les outils nous permettent d'évaluer de quoi on aura besoin, en fait. Hum, Et comme ça permet aussi à celui qui ne sait pas de comprendre que ça, c'est pas de la magie, ça tombe pas du ciel. On a beaucoup de données, on peut analyser les données, ça prend du temps, mais on peut le faire. On a des outils comportementaux qui nous permettent d'analyser. Je veux dire, les cartes de chaleur, c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans, hein, donc c'est pas, ça a pas débarqué quand Content Square a débarqué il y a quelques années. Hein, ça existait déjà bien avant, mais bim, petite pique, hein, désolé les gars. Mais très bon outil, hein, mais Salut! voilà. Salut. Donc voilà, Si vous voulez venir n'oublions faire pas une qu'on a vidéo, c'est mort, Dan a savonné la planche. désolé. Je sais que tu voulais ton mug Content Square. Bon, bah, écoute. T'as vu, hein, Non, non, mais je- en plus je dis je fais un bien peu de d'eux. pub là aujourd'hui pour des gens que j'avais rencontrés sur un salon et j'avais beaucoup aimé leur mug, donc voilà. Ouais, exactement. Donc voilà, donc l'analyse de ce que vous mettez en œuvre, les tests sont limite plus importants que ce que vous mettez en œuvre. Donc n'oubliez pas qu'il faut le faire. Voilà. Moi, c'est ce que je dis aux clients, on va tester, on verra ce Ok, qu'il en est. Notre expertise nous permet de démarrer, de nous lancer en fait, d'avoir quelques certitudes sur ce qui fonctionne pas. Mais notre expertise, peut-être notre sagesse entre guillemets, nous fait quand même faut prendre savoir qu'on conscience. ne sait rien. Voilà, que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et que je suis là pour apprendre. Donc, on doit apprendre des internautes. Voilà, c'est ça qu'on doit faire. Ok, allez, on va enchaîner. Ça fait une petite heure qu'on bosse. On va arriver un petit peu à mes questions, pas pièges, mais les trucs que je t'ai posés en plus de ça quand on a préparé, les petites remarques à moi qui sont arrivées. Ok, moi je me suis dit, il y a quand même un truc qui est pénible quand on fait du SEO, qu'on crée du contenu, c'est que, et souvent quand on arrive chez des clients, on a ça alors qu'on voudrait surtout pas, ils ont déjà créé 25 pages avec la même balise titre, le même objectif, donc ils se cannibalisent déjà tout seuls. Et toi tu me dis, ouais, mais là, en plus, sur le même sujet, je vais te recréer une intentionnelle, une navigationnelle, une commerciale, une machin. Comment on évite de se cannibaliser, de s'auto-cannibaliser? Bah, en effet, créer un cluster sans prendre en compte la situation du site actuel, ses contenus, comment ils se positionnent, voire comment ils ne se positionnent pas, c'est pas à faire, quoi. Le cluster, c'est pas quelque chose qui arrive par-dessus et on écrase tout ce qui a été fait avant. Ça vient en complément en fait de ce qui existe. Donc, s'il y a déjà des pages qui existent, qui sont même peut-être déjà positionnées sur des mots-clés, bah, ces pages-là qui existent sont peut-être des pages filles potentielles de notre cluster, sont peut-être des pages piliers, c'est à réfléchir justement. Donc la cannibalisation, elle arrive, désolé, par méconnaissance en fait de comment fonctionne le cluster. Un cluster, c'est très puissant, un cocon, c'est très puissant. Si vous le mettez en œuvre et que vous n'avez pas réfléchi à comment votre page d'accueil fonctionne, comment vos pages fonctionnent, elles vont se faire écraser. Et il y a plein d'exemples où on a un cocon qui est plus puissant que les landing pages transactionnelles parce que bah, la puissance pure du contenu, un contenu bien rédigé qui répond à l'intention, qui respecte l'internaute, ben forcément ça va être meilleur que des landing pages dégueulasses avec un bouton vert, genre cliquez ici. Ça paraît un peu évident. Mais malheureusement, on le voit encore très souvent. Et j'ai aussi aujourd'hui des clients qui viennent me voir, on a fait un cluster et notre cluster, il est passé devant toutes nos pages, quoi. Donc, il faut faire attention. Et pour moi, ça va plus loin que la cannibalisation. C'est vraiment une réflexion de pourquoi je vais mettre un cluster alors que j'ai déjà des pages qui même parfois sont déjà positionnées, mais être positionné 30e ou 50e, bon, c'est pas génial, mais c'est toujours mieux que de C'est un bon repartir début. de C'est un zéro. bon début. C'est déjà un bon début, voilà, faut vraiment prendre ça en compte. Hein. Souvent, les clients, ils sont focalisés Il y a sur le sur top des 10, voire expressions le où top déjà c'est 30. bien d'être 30e. Même si ça Voilà. t'apporte zéro trafic, c'est bien. Être positionné, c'est déjà très bien. Même si vous avez une page qui a un contenu bah, qui ne répond pas tout à fait à l'intention, voire pas du tout, elle a quand même un historique, elle est connue de Google, elle est indexée. Vous imaginez pas en ce moment comme c'est un énorme avantage. Et ça, il faut le Ah réutiliser. bon? Donc, on parlera après des nouveaux sites, mais pour ce qui est un site qui est déjà existant, qui est déjà en place, servez-vous de vos pages, en fait. Servez-vous de Ouais. vos pages Alors actuelles. on Réfléchissez bascule, à ça, quoi. on bascule sur la question que je voulais te poser juste après. Et du coup, on avait prévu de parler d'indexation et je vais changer un peu le plan. On va parler d'indexation encore après. Mais en Ok. rebondissant à ce que tu es en train de me dire là, moi, la question que je t'avais posée, c'était
est-ce que c'est toujours pertinent de faire des clusters? Est-ce qu'il y a des cas où c'est bien? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Voilà. Est-ce que je vais te prendre des exemples bébêtes, hein, mais je suis boulanger à Trifouilly-les-Bains. Est-ce que je fais du cluster? Comment on fait ça si on veut faire du cluster local? Pour le coup, ça peut être rigolo. Mais voilà, dans quel cas est-ce que c'est intéressant? Et justement, par rapport à ton site existant, comment est-ce on je sais pas comment on va dire, comment on crée tout ça? Comment est-ce qu'on interagit, tu veux dire, avec Voilà, c'est ces, ça. J'ai ces cherché un mot contenus? avec inter et agile, mais c'était pas le bon mot. Mais comment on Voilà. interconnecte tout ça et comment, en termes de stratégie, on se dit, OK, c'est le moment d'aller faire du cluster ou pas, et qu'est-ce que je fais de mon site qui était là, quoi. On en a déjà un petit peu parlé, mais Ouais, on a déjà un petit peu parlé. Donc, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un cluster ne part pas de votre site web. Le cluster, l'étape numéro un du cluster, c'est la cible, le persona. Si vous n'avez pas créé votre persona, vous ne pouvez pas vous lancer dans un cluster. Ça, pour moi, c'est quand même la différence fondamentale et qui est hyper importante. On ne va pas commencer à créer des centaines de pages de contenu qui vont toucher tel et tel mot-clé. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est à qui on s'adresse. Comment est-ce que cet internaute il fonctionne, comment il pense, de quoi il a besoin, quelles sont ses problématiques. Et c'est à partir de ça qu'on va créer un cluster. Donc, votre site, l'état actuel de votre site, ça arrive presque à l'étape numéro 3. D'abord, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, est-ce que ce qu'on vend, ça intéresse vraiment la cible qui nous intéresse. Voilà, tout ça, c'est important. Une fois qu'on a fait ça, dans un monde idéal, si on fait ça avant de créer son tout premier site, c'est vachement mieux, quoi. ouais, c'est mieux. Mais le faire sur un site qui est déjà existant, c'est très bien aussi parce qu'on va Parce que tu as avoir de la data. l'historique, Eh on ouais. va avoir la data et cette data, elle nous intéresse beaucoup aussi. Souvent, elle est sous-utilisée. Vous imaginez pas, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent voient de quoi je parle. On a des données complètement folles qui ne sont pas du tout utilisées parce qu'on ne sait pas comment les utiliser et il y a beaucoup trop de données aussi, quoi. Mais n'oubliez pas que ça, c'est important. Un cluster ne vient pas écraser l'existant, hein, c'est pas ça. Il vient cibler quelque chose de plus précis qui peut-être avant n'avait pas été fait. Donc pour répondre à ta question, c'est intéressant de le faire avec un nouveau site et c'est intéressant de le faire avec un site existant. Voilà. La question c'est est-ce que ma stratégie de contenu, elle a de la valeur par rapport à mon objectif. Je prends un exemple tout bête. Demain, je veux être bien positionné sur le Wapinel. Est-ce que mon cluster il va être puissant? Je n'ai pas travaillé dans ce secteur, mais je peux quand même vous dire que c'est pas le Il contenu vaut mieux pas. qui va vous aider en fait, parce que là on est sur une SERP, on est sur voilà un marché qui est une bataille, on va dire, sur lequel le contenu il a peu de valeur en fait, parce que l'internaute c'est pas ça Ah, qui l'intéresse. il y a quand même une part de. Alors, je ne sais pas forcément que sur l'Opinel, mais il y a une part de contenu. C'est intéressant. On a fait une conf où on en parlait avec Patrick, Patrick Valibus, mon associé. On en parlait il y a quelques semaines, où on allait chercher justement des SERPs bien concurrentiels dans style rachat de crédit, etc. Et on s'était amusé à regarder l'évolution d'une page dans les top pages. Alors, je ne citerai pas lequel c'était, un truc genre Meilleur Taux ou compagnie, je ne sais même plus. Et en fait, tu voyais quand même bien que oui, c'était une question de celui qui a la plus grosse, mais c'était une vraie question de contenu, pas forcément d'un point de vue sémantique tel qu'on l'entend, mais d'un point de vue ce que Google avait décidé qu'il fallait avoir dans une page de rachat de crédit, c'est-à-dire un simulateur. Et on voyait très très bien, quand tu suivais la Webback Machine et les estimations de trafic, que quand ils avaient le comparateur, ils étaient en haut, ils enlevaient le comparateur, boum, ça tombait, ils remettaient le comparateur, ça remontait, et c'était assez rigolo. Non mais ça c'est clair. Ça dépend de votre objectif et de votre cercle. Il y a une chose, c'est que le cluster, il ne répond pas à tout en fait, hein. C'est pas une solution magique, hein. Je veux dire, si vous avez, par contre, voilà, l'exemple que je voulais utiliser, c'est vous avez un site, vous avez votre blog, vous avez 1500 contenus. Il n'y a pas eu de réflexion sur comment les contenus sont maniés entre eux. Il n'y a pas eu de réflexion sur Ça de quoi on n'existe parle. jamais. Quand les gens créent des blogs, c'est tout Voilà. bien pensé d'avance avec du maillage, non? Non, non, Oh, pas ah, du on tout. m'a menti. On m'a menti. Ah, merde. On t'a menti, Christophe. Donc, il y a plein de blogs où c'est vraiment, il faut le dire, c'est le foutoir. Et ben peut-être que le cluster, il va être intéressant dans cette situation parce qu'elle va permettre de réorganiser, peut-être
d'avoir des pages qui au jour d'aujourd'hui n'apportent rien, et il y a plein d'outils où vous voyez que ok, votre page elle est indexée, mais elle est 112e sur toutes les requêtes sur lesquelles elle est positionnée, et donc il n'y a personne qui la voit, il n'y a personne qui clique dessus, donc c'est quand même une perte assez importante. Peut-être que ce contenu-là, il pourrait être vu s'il ciblait une intention encore plus précise que juste la top requête qu'on cherche toujours à cibler. C'est pour ça que moi, personnellement, je parle de thématique de requête, parce qu'on ne cible pas une requête en particulier. On a notre top requête, mais derrière, on a les requêtes secondaires, et puis toutes les autres requêtes auxquelles on ne pense pas, auxquelles il n'y a que l'internaute qui peut le taper. Il y a un internaute une fois dans l'année qui va le taper, Et peut-être. ce couillon, il achète en plus. Et si ce couillon il achète et qu'il achète chez vous, vous serez quand même content d'avoir cette vente que votre concurrent n'a pas eue. Donc la longue traîne, c'est un vrai débat. Et non. C'est pas un fantasme de Il n'y SEO, a c'est une pas, réalité. il y a pas Voilà, que, il y a pas que la courte traîne pour aller se battre. Allez, je exactement. recule encore notre étape d'indexation d'un coup, puisque je me rends compte qu'il y a un élément dans l'indexation qui est important, c'est size does matter, point d'interrogation. Est-ce que la taille compte? Et c'est quoi la taille d'un cluster, d'une grappe? Moi, je suis partisan que des toutes petites grappes peuvent très bien faire le job, dans certains cas, et que des fois, il faut des grosses grappes. Alors, on lit des trucs. Alors, je sais que dans les méthodes de Laurent, il faut déjà des bons paquets. Alors, souvent, il parle de l'eau de moins d'une quarantaine de pages pour que ça bouge. Moi, je sais que sur plein de pages où j'ai mis des mini-grappes de 5, 10 pages, on avait des chouettes résultats. Des fois, 3, 4 pages, ça suffit. Des fois, il faut plus. Est-ce que toi, tu as des règles là-dessus? Je sais que tu m'avais dit que SEO Quantum, je crois, préconisait 50 pages. C'est tout du flanc, ça? Enfin, ça sort d'où, tout ça? Bon, je veux pas dire que SEO Quantum c'est du flan parce que Non, je ne sinon, parlais pas que d'eux, hein, je parlais au sens large, hein, voilà, je ne me sinon permettrais pas je de, vais je me permettrais pas de dire ça. bien sûr, sinon, bah, on va se faire des amis du côté de YourTextGuru, 1.fr, 7J, et pas forcément du côté des SEO Quantum. Donc, On salue voilà, Anthony de mémoire, hein, si je ne exactement, me Anthony trompe pas. Pécher, salut à Salut toi. Anthony. Euh, Désolé pour pour moi, l'amalgame, c'est pas ce que je voulais dire. non, non, clairement, pour moi, il n'y a pas de règle, en fait. Vraiment, il n'y a pas de règle, hein. En fait, la question, c'est est-ce que sur votre thématique, vous pouvez aborder 150 sujets? C'est ça la question. Je veux dire, il y a des thématiques sur lesquelles on peut pas inventer des histoires. Je veux dire, il y a un moment donné, le besoin de l'internaute, il est sur trois problématiques majeures. Ces trois problématiques, elles concernent la question qu'est-ce, comment et quoi. Voilà, ça vous fait 9 contenus. Vous pouvez peut-être un peu bidouiller en parlant un petit peu de vous. Vous aurez peut-être un cluster de 15 pages au final. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre dans la tête, OK, à partir de 50 contenus, vous allez commencer à faire quelque chose. Non. À Là où on peut nouveau, il y avoir a une plein approche, d'exemples. ce qu'on peut avoir aussi une approche rigolote enfin, qui a un impact sur le nombre de pages, et normalement tu ne vas pas être d'accord avec ce que je vais dire là, mais encore que, c'est que tu as quand même potentiellement pas qu'une seule persona. Donc Oui. si tu as quand même 10 personas, le même contenu peut se décliner en 10 personnes, 10 versions différentes pour chacune de tes personas, et ça vient remplir ton cluster d'une manière ou d'une autre. Ben oui, mais parfois, la manière de s'adresser à un persona peut être similaire à d'autres personas. On va Oui. avoir une même page qui va s'adresser à plusieurs personas, et attention, Ouais, mais ça va casser est-ce un que peu. tu n'as quand même pas intérêt, même si tu t'adresses potentiellement de la même manière, je suis d'accord avec toi, j'en reviens à des choses purement terre à terre, de balistitres. Je ne sais pas, hein, je vais reprendre mon exemple de souris qui va être débile, mais si je veux me positionner pour être la souris pour les avocats, je vais créer une page souris avocat. Si je veux être la souris pour les informaticiens, je vais créer une page souris informaticien, et je ne vais pas créer la page souris pour avocats et informaticiens. Ben, Ah, moi je pense que tu crées la page parce que tu réponds à un besoin. Et si le besoin de l'avocat et de l'informaticien c'est le même, alors tu as la même page. Et moi j'irais même encore plus loin que ça, tu n'as peut-être même pas besoin de mettre avocat et informaticien dans le title, et ça va quand même se positionner dessus. Et ça c'est le talent de Google maintenant, c'est d'être capable de comprendre de quoi parle ta page sans vraiment identifier clairement en disant ça c'est pour l'avocat et ça c'est pour l'informaticien. Donc alors toi, tu ne fais pas partie de ces partisans, finalement, comme moi. Moi, je fais quand même encore partie de ça, qui considère que certes, Google comprend. Enfin non, il comprend pas. Il interprète, il compare, mais il comprend pas. Par je contre, comprends malgré pas. tout, pour moi, il va obligatoirement faire une comparaison justement entre ta balise titre et ta page pour s'assurer que ta page parle bien de ce qui est dans ta balise titre. Et si tu te trompes
de contenu par rapport à ta balise titre ou d'une manière ou d'une autre, tu triches ou tu te trompes, ça ne sortira pas. Alors déjà, on peut quasiment considérer que ça, c'est plus le cas depuis le title gate, puisque maintenant Google génère son title Ouais, ouais. quasiment à la Enfin, il volée. la génère, mais ça ne veut pas Et dire qu'il n'en prend pas compte. Ce qui a ça, été confirmé par Google. ouais, bien sûr, sans Après, ils nous prendre disent ça en toujours des compte, conneries, donc après, on n'en sait rien. voilà. Voilà. Moi, ce que je dis, histoire de donner un petit peu mon Ouais, point de vue, c'est que Google, il analyse aussi les comportements de l'internaute. Il a ouais, RankBrain sur la c'est clair. SERP, mais Ouais, n'oubliez pas que via le navigateur Chrome, ouais, il ouais. analyse aussi ce qui se passe sur les pages. Pour moi, RankBrain, elle n'est pas que sur la SERP. Puis, alors après, on Voilà, l'appelle comme on veut, mais clairement, l'analyse comportementale, elle influe. RankBrain, pour moi, c'est un algo qui vient vérifier la qualité en regardant ce que tu fais, quoi. exactement. Et donc, étant donné que lui aussi, il est dans une analyse, mais sauf que lui, c'est Google, il a une machine de guerre pour détecter, on va dire, ce genre de choses, hein, je pense qu'il part avec un coup d'avance. Je dirais pas que c'est de la compréhension, comme on pourrait dire compréhension intelligente, c'est pas Mm. du tout ça, mais au jeu d'échecs, il connaît toutes les règles et il a 15 coups d'avance sur vous, quoi. Parce que lui, il a une machine pour ça. Je dis pas qu'il a toujours raison, parce que évidemment, il se trompe, et il se trompe beaucoup plus souvent Très qu'on pourrait le souvent. croire. Mm. Mais Malheureusement. voilà, l'impression que j'ai, qui est basée sur mes expériences et qui s'est quand même très souvent vérifié, c'est qu'un contenu qui va au fond des choses, qui va au bout des choses, sans forcément que la title porte le nom de la requête que vous cherchez à cibler, eh ben, elle va se positionner sur cette dite requête. Encore une fois, ce n'est pas Oui, dans toutes bah, les après, on a des situations. Encore une exemples fois, très c'est clairs là-dessus. On a des exemples où, j'ai plus l'exemple en tête, mais il y avait un exemple où tu tapais solde chaussures et tu avais une page où la balistique c'était promo chaussures. Il n'y a pas le mot solde une seule fois dans la page. Donc, certes, Google a compris. Moi, j'ai tendance à me dire que pour mettre toutes les chances de mon côté, je garde ma vieille recette de la balistique, mais je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais reprenons, attends, je termine juste là-dessus, je fais juste une petite Ouais, bien parenthèse. sûr, Reprenons vas-y, avec l'exemple de plaisir. l'avocat, parce que moi, c'est un exemple que j'utilise tout le temps avec mes étudiants, c'est de dire, comment est-ce qu'il sait, Google, que quand tu tapes avocat proche de chez moi, il te sort pas les recettes d'avocat Oui, avec tomates et salade? c'est le fameux Voilà, exemple du texte à trous de Laurent. Il utilise celui-là aussi, et voilà. exactement. Exactement. Donc, il a quand même une forme Ah bah, bien sûr, comment dire, en comparant de, les mots qui sont présents, il va savoir exactement dans quel contexte il se situe, c'est évident. voilà, le fameux contexte, exactement. Donc, il a le contexte, lui. Donc, forcément, il C'est peut ça. identifier des choses que tu n'as pas besoin de nommer, dans un sens. Ouais. Voilà. Et ça rend Allez, ton on enchaîne. contenu puissant. Intéressant, mais on est obligé d'enchaîner un peu. On est contraint par le temps un petit peu quand même, jeune homme. Alors, on a deux gros points. On a 3 points, donc je veux qu'on parle avant qu'on termine. On se donne encore un petit quart d'heure. Ouais. Bon, on va parler d'indexation, on n'a pas le choix, parce que c'est quand même une problématique. Tu parlais de Google se trompe. Je pense qu'en ce moment, en termes d'indexation, il se trompe Pas beaucoup. mal. Mm. On voulait faire une parenthèse sur un côté qui, toi, t'es cher sur cette partie, on va dire, expérience utilisateur, neuroergonomie, analyse comportementale, pardon, on en a déjà parlé, mais tu as quelques peut-être trucs et astuces que tu veux nous donner. Et puis, bah, même si on en a parlé là aussi, mais rapidement, et pour clore ça de manière un petit peu rigolote, moi, je voulais quand même te demander, mais est-ce qu'on peut ranker sans faire des backlinks? Allez, on enchaîne sur ces 3 questions-là. On va commencer avec l'indexation, peut-être. L'indexation. Donc, exemple de l'indexation, moi, je te l'ai expliqué, je me bats depuis plusieurs mois avec un tout petit cocon d'une cinquantaine de pages qui ne veut pas s'indexer, cocon qui a été posé sur un site avec très peu d'autorité, peu de pages, et clairement, Google nous boude. On a réussi à indexer facilement un tiers du cocon, c'est dire comme c'est malheureux. Je précise contenu de top qualité, maillage nickel, enfin un cocon comme on a l'habitude de le faire, pas de souci, des bons rédacteurs. Je ne citerai pas le nom de la rédactrice cachée derrière tout ça, mais voilà, c'est du top niveau. Un show de Euh, qualité. Pardon? Elle a un show de qualité sur Internet. Elle a un show de qualité, voilà, le One Bip Bip Show. Euh, Tout ça pour dire que malgré le fait que tout le boulot soit très bien fait, le site ne s'indexe pas. Pour le coup, situation délicate à gérer avec le client, je ne te le cache pas. Alors, on a réussi, avec 2-3 tests, on a réussi à faire indexer certaines pages en étant bourrin sur du backlink. On y a réussi. On est en train de tester une autre méthode un peu plus black hat, on va dire, dont on ne parlera pas, qui a l'air de fonctionner. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui,
cette stratégie de cocon, elle n'est pas problématique par rapport au filtre que Google a mis en place pour finalement qu'elle contrer le spam indexing, ce spam qui prenait de la bouillie dans la gueule et que finalement, il ne veut plus rien indexer. Et que si je suis sur un petit site et que je lui balance 200 pages, c'est mort, quoi. Alors justement, moi, il y a un concept que je transmets beaucoup à mes clients et parfois ils doivent me prendre quand même un petit peu pour un fou, c'est le concept de l'équilibre. Et justement, c'est ça, c'est l'équilibre de contenu, c'est-à-dire que vous avez identifié que votre persona, votre cible, elle est intéressée par 150 problèmes, elle a 150 besoins potentiels, et vous avez donc rédigé un cluster qui a 150 contenus. C'est très bien, super, vous avez des super contenus. Mais si votre site n'a que 5 pages, ben, il va y avoir un problème d'équilibre en fait. Et ça, c'est aussi un petit peu Google qui le dit, c'est de dire, bah, moi j'ai l'habitude, voilà, ça fait 6 mois que je reviens tous les jours ou tous les semaines sur ton site, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a pas eu une mise à jour de virgule sur ton site, et là maintenant tu me balances 150 contenus et tu crois que je vais revenir et tous ces années? Bah non, bien sûr que non, parce que il a aussi un petit peu cet état de fonctionnement où les gros sites, les sites médias par exemple, qui sait que ça bouge tout le temps, ben, il a besoin de leur envoyer son robot en permanence, alors qu'un site de la boulangerie d'à côté qui change une fois par an pour dire là on est fermé à Noël, ben, il y a moins d'importance. Donc ça c'est à prendre en compte, cet équilibre comment dire, de puissance que Google est prêt à nous donner. Et moi j'ai pas la réponse, hein. Franchement j'ai pas la réponse. De mon point de vue, moi je dirais plutôt que si la page pilier elle est indexée, ben, très souvent ça va indexer le reste. Tu disais que dans ton exemple, bah, c'était pas le cas, donc on voit bien que c'est pas le cas. Très clairement, moi, je travaille sur ce concept d'équilibre avec mes clients. Donc, quand le cluster il arrive parce que le site à côté est déjà bien costaud. Et là, je parle de contenu, je parle de on-site, je parle de performance des pages. Je parle vraiment de ça. Et qu'on a notre cluster de 50 pages qui arrive, ça tombe pas du ciel. C'est vraiment, on a notre site qui a déjà peut-être 20, 30, 40 pages en place, positionnées, indexées. Donc, oui, ça prend du temps, mais ça prendrait du temps si ça ne s'indexait pas aussi. Donc, dans les deux situations, moi, je préfère plutôt réfléchir à ce concept d'équilibre et essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, du coup, est-ce que tu préconiserais aujourd'hui, je ne dis pas que c'était vrai il y a 6 mois ou il y a un an, mais est-ce qu'aujourd'hui tu préconiserais du déploiement de cocon de grappes au fur et à mesure, du coup, commencer à sortir quelques niveaux de grappes, puis peut-être après des sous-niveaux ou quelques branches des grappes pour éviter ce souci-là sur des plus petits sites? Moi, ma reco, c'est quand le cluster a une page pilier et plusieurs grappes, et Mmh, ben, en fait, je sors la page pilier mmh, avec l'une des grappes. mmh, Voilà, ça sort directement. Il y mmh. a 15, 20, 30, même Ouais. 50 pages, mais je sors ça comme ça. Et ensuite, les autres vont arriver au fur et à mesure. Évidemment, on regarde comment ça se comporte avec la première grappe et on adaptera avec les autres grappes. Euh, Il n'y a pas de, il y a pas de règle. Moi, je peux vous donner quelques astuces. Première astuce toute simple, faites un lien depuis votre page d'accueil vers votre page pilier. Ça peut paraître bête, mais la page d'accueil, a priori, c'est la page la plus puissante de votre site, celle qui transmet le jus, celle qui est vue le plus souvent. Elle va envoyer quelque chose vers votre page pilier et ça va être pris en compte très rapidement. Normalement, c'est magique. Normalement, c'est magique. A priori, ça, c'est un bon conseil. Autre conseil, ben, la page qui reçoit le plus de visites, et là je parle Mmh. de visites Mmh. internautes de votre site, pareil, vous faites un peu le petit lien dessus. Parce que s'il y a des visites dessus, Toujours, ça veut ouais. dire que Toujours aller Google chercher Chrome les pages, analyse cette page. ouais, et bien sûr. Voilà. Et donc, Google Chrome et le navigateur et RankBrain va voir qu'il y a eu un changement sur cette page et donc va le prendre en compte. Mm. Encore une fois, ce que je dis là n'est pas du tout scientifique, je ne l'ai pas vérifié dans toutes les situations, ça fonctionne. Non, mais dans tous les Petite cas, c'est astuce sûr d'intégration. un lien depuis une page puissante, quelle que soit la manière, on en Voilà. parlait tout à l'heure en off, si on est capable de prendre un lien depuis un bon vieux Google News, les anciens là, qui datent d'avant 2019, ouais, là, c'est pareil, hein, ça va s'indexer vite, hein. Ouais. Alors, Non, bon, sur le sujet normalement, du normalement. backlink, si vous faites un backlink sur votre page, pour moi, je reviens à ce concept d'équilibre. Si votre site, il y a aucun, enfin, si tous les backlinks de votre site pointent sur la page d'accueil et qu'à un moment donné, il y a un backlink qui pointe vers cette page, je pense que c'est quand même louche et que c'est un signal qui est quand même bizarre pour Google. Donc, Ah, j'ai mais pas je suis vérifié. pas d'accord. Après, oui, il faut pas que ça tombe dans de l'anomalie statistique, mais il n'y a aucune raison que ta page ne puisse pas prendre un backlink. On parle de un, 2, 3 backlinks.
que ta page se prenne un backlink, surtout une page pour le coup. Là, enfin, pour moi, c'est un vrai contre-argument. Une page de topical cluster, c'est une page. Il y a majoritairement des pages informationnelles. D'accord? Donc, tu donnes de la bonne info aux bonnes personnes. Il n'y a Ouais. aucune raison qu'un site de type Google News qui fait un article de fond n'ait pas envie de faire un lien vers ta page. Moi, on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps, je crois que c'est François Tréca, de mémoire, je ne devrais pas me tromper, qui a un de ces sites de PBN tellement bien fichu qu'il a quand même été contacté par France 5 pour être interviewé dans le cadre d'une émission. Donc, si France 5 est capable de te contacter, toi, en tant qu'auteur d'un PBN, pour te faire une émission, le lien, si tu te prends un lien depuis France 5, il est totalement justifié. Google n'a aucun moyen de dire que c'est une anomalie. Ouais, ça, c'est certain. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la question que je me pose quand même, c'est est-ce que s'il se pose la question de l'arrivée de tes 50 contenus sur ton site de 5 pages, est-ce qu'il ne se pose pas la question d'un backlink qui arrive justement sur cette page qui justement n'est pas indexée, alors qu'il n'y a eu aucun autre backlink sur les autres pages de ton site et qu'il n'y a eu aucun autre page. Voilà, moi je pose juste la question. Après, tu vois, sur Tout à fait l'exemple, et encore une fois, je légitime n'en fais pas une généralité, sur l'exemple que j'ai là en ce moment, sur lequel je me batouille un peu, je me bats un peu, j'ai ouais. dû balancer 4-5 liens. Franchement, pas du lien quali, soyons honnêtes, du lien low level. Ça a mis un peu de temps, mais je trouve que c'est la première page qui a fini par se réindexer après des mois d'attente. Ouais. Donc, et Alors, ça a mis, je veux dire qu'en un mois, la page s'est indexée avec du et- lien bas de gamme. Alors, est-ce que ça va durer? J'ai pas de recul, hein, ça vient d'arriver. Elle a dû s'indexer il y a une semaine, donc j'ai pas de recul. Mais ouais. Moi, la petite astuce que je donne à mes étudiants, que je vous permets de vous partager ici, c'est que vous demandez à un de vos contacts, par exemple Christophe Vidal sur Twitter, vous lui demandez de partager votre lien de l'une hmm, de vos pages, et vous allez voir, Twitter, c'est indexé à la vitesse de la lumière. Twitter, Donc, ok. petite Moi, astuce. je l'ai testé LinkedIn, justement, sur le même site. Un gros post qui a très, très, très bien fonctionné sur LinkedIn. Plusieurs milliers de vues LinkedIn, pas mal de clics générés sur le site. Depuis LinkedIn, ça n'a pas indexé. Ok, donc Donc, ça, à l'astuce ne tester avec fonctionne pas. Twitter. Attends, peut-être que ça marche mieux avec Oui. Twitter. Pas tester sur Ouais. Twitter, tester LinkedIn. Moi, c'est un conseil que je donne aux nouveaux sites quand ils n'arrivent pas à s'indexer dans leur globalité. C'est quelque chose que j'ai remarqué très souvent. Vous demandez à quelqu'un qui a un compte Twitter de plus Ah, longtemps non, mais que c'est clair, moi, c'est on va clair, dire, c'est clair. et vous lui demandez de partager. Et en fait, très souvent, ça va améliorer l'indexation. Tu sais, Encore une moi, fois, c'est pas il y a scientifique. 10 ans, Ouais. que je faisais enfin, pas, je fais du commerce il y a moins longtemps que ça, mais il y a une dizaine d'années, quand j'étais sur mon site e-commerce, à l'époque, c'était Facebook, hein. C'était magique, hein. Ouais, voilà, Tu c'est ça. plantais le lien sur Facebook, dans la foulée, c'était indexé, quoi. Ça, ils ont arrêté. Après, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas potes, Google et Facebook, mais allez, pas dernier point, avant-dernier point, parce qu'on reparlera très Ouais. très rapidement des backlinks pour finir, mais ce sera rapide. Juste, voilà, en quelques minutes, que tu nous reparles de l'impact et de l'intérêt de choses dont tu as le dada. On l'a senti, hein, on a beaucoup parlé d'analyse comportementale. On pourrait parler de neuroergonomie, d'expérience utilisateur, avec peut-être deux, trois astuces aussi purement pratiques liées au taux de clic et du coup à l'impact que ça va avoir sur la puissance des liens. Euh, et ouais, je sais que c'est un truc qui te botte et que tu es à fond là-dessus, donc c'est sympa que tu nous en parles quelques minutes. Ouais. Alors sur la neuroscience, la neuroergonomie, il y a énormément de choses et je voudrais vraiment pas trop en parler parce que je suis loin d'être un expert. Ça pour moi c'est encore un autre niveau d'expertise, on va dire. Moi je suis entre guillemets très web à web, comme on pourrait dire terre à terre, c'est-à-dire je suis très orienté sur la page web évidemment. L'analyse comportementale, c'est comment dire, un métier qui demande de l'ouverture d'esprit, mais vraiment très très élevée, quoi. Parce que vous devez totalement remettre en question ce que vous pensez être une évidence, et vous devez faire une croix là-dessus. D'accord? C'est ce qui est très difficile avec l'analyse comportementale. Et même nous, les experts, quand on utilise les outils, parfois on va être un peu embrouillé par ce qu'on pense être la vérité absolue et ce qui n'est pas forcément le cas. Donc les outils,
transmettre, on va dire, du mieux du possible ce qui se passe sur votre page web et essayez de le prendre comme ça, en fait. N'essayez pas de le prendre, OK, s'il fait ça, alors, d'accord? Donc, les premiers tests comportementaux qui sont importants le sont sur une période assez définie, on va dire. Alors, ça dépend la typologie de votre site, de combien de visiteurs vont passer sur votre page. Mais moi, je considère qu'une analyse de carte de chaleur, c'est en général 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Parce qu'il y a des internautes qui, le lundi matin, ils ne fonctionnent pas pareil que le vendredi soir. Sur les secteurs B2B, enfin sur les sites B2B, c'est plutôt la semaine que le site va être utilisé, alors qu'il y a des sites e-commerce, c'est plutôt le soir, plutôt le week-end. Voilà. Donc, et après, il y a des situations. L'actualité joue beaucoup sur les recherches, sur ce qui se passe. Donc, si vous avez un site, je prends un exemple tout bête, qui a un rapport avec le Covid, bah, c'est sûr que votre site, il va se passer des choses dans les moments où on va en parler. Et puis, si vous parlez d'une thématique qui n'a rien à voir, c'est complètement différent. Donc, les tests sont importants quand ils sont faits quand même sur une longue période. Mais après, 2 semaines, quand on fait 100 000 vues par mois, 2 semaines, c'est énorme. Ouais, Hein. Les après, données qu'on a là où c'est important ce que tu dis, il faut qu'on ait. Par contre, la durée peut être courte, ou enfin, ce que tu définis, il faut qu'il y ait du traf, quoi, parce que si on a 30 c'est ça. visiteurs sur le site, on ne tirera pas d'informations. Exactement. Et ça, c'est l'autre limite de l'analyse comportementale. Si vous n'avez pas de trafic, vous ne pouvez rien analyser. Hein. Si Mm. vous avez enfin même pas, moins de 100 visiteurs par mois, je vous le dis tout de suite, on ne peut rien Ah, analyser parce que les données sont moi, pas assez concrètes j'aurais en été fait. même plus. Ouais. Ouais, j'aurais mis la barre bien plus haute quand même. Bien sûr. Mais par contre, il y a un truc, c'est qu'on peut faire des tests AB. On peut quand même faire Mm. des tests AB avec 100 visiteurs par mois. C'est pas idéal, bien sûr, mais on peut quand même en faire. Mm. Donc, on aura peut-être moins de data d'analyse, mais par contre, on pourra peut-être lancer des tests AB. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Moi, ce que je peux vous dire d'un point de vue purement astuce, pur, c'est que un article informationnel doit permettre à l'internaute de lire votre contenu dans sa globalité en ayant le moins de clics à faire. Je m'explique. Le sommaire, il est quasiment fondamental Mm. dans un contenu informationnel. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre en une seconde de voir quels sont les sous-titres de l'article, de quoi ça parle, les différentes sections. Et très souvent, il va aller cliquer sur le lien qui l'intéresse et arriver directement dans la page. N'oubliez pas que Google Et puis bonne. prend aussi ce sommaire en compte et parfois C'est l'internaute, ça. depuis la SERP, il va cliquer sur votre lien de sommaire, il va se Euh, retrouver en milieu de page. Donc on va éjecter toute pour la partie. Google, un lien est un lien. Un lien est un lien, d'accord. Deuxième astuce, sur ce même principe, à partir du moment où on sait que l'internaute il clique sur le point numéro 8 de notre sommaire, et bien évidemment, notre lien le plus important de la page, celui qui va amener soit vers la page commerciale, enfin l'intention commerciale ou vers transactionnelle, et ben on le place le plus près de là où arrive l'internaute. Ça paraît évident, mais voilà. Donc pas toujours forcément en haut de page. Bien sûr que la recommandation c'est en haut de page, mais si l'internaute il arrive, il clique sur le point 8 et il scrolle directement en bas, votre bouton il va jamais le voir. Donc Et puis soyez voilà, conscient de ça. tu Où parles est-ce de qu'arrive boutons, mais l'internaute? voilà, un lien bien visible aussi, hein, tout simplement. Hein, parce que des fois, on va sur des sites, les liens, on les voit tellement pas que c'est un mini liseré de rien du tout. Tu penses que 80% des gens passent en dessous. Non, c'est un lien, faut que ça se voit, quoi. On veut que ça clique. Hein, donc, Voilà. Faites aussi une différence entre les liens qui ont plus d'importance pour vous. Peut-être que vous avez plein de contenus, votre SEO vous a dit de mettre en place un cluster qui parle de tel sujet, mais il y a des sujets, bon, vous ne voulez pas trop aborder pour diverses raisons. Les liens vers ces pages-là, mettez-les dans un bleu à peine visible, et puis les liens qui ont plus d'importance, mettez-les sur un lieu, un bleu qui est plus punchy, ou sur du orange, sur du rouge, sur du vert, on en a déjà parlé. Ça choque pas, je suis désolé à nouveau, je sais qu'il y a des SEO qui sont contre ça, mais si vous modifiez la couleur du CSS du lien, c'est pas une pénalité. Hein. Là où ça devient une pénalité, c'est vous mettez du blanc sur blanc et que là, vous trompez l'internaute. Là, on ne trompe pas l'internaute, on lui dit juste, moi, je veux que tu cliques encore une fois, plutôt tu sur ce l'aides. lien que sur Tu l'aides. celui-là. Tout. On l'aide. On l'aide. Donc, Ok. voilà. Et toutes ces petites astuces, Réflexion, voilà, on va clore là-dessus, mais toutes ces petites astuces, elles vont aussi se rapprocher de la notion de surfeur raisonnable. exactement. J'allais dire cher aux frères Perronnet, mais pour le coup, je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé ce terme-là ou pas. Certainement pas, je n'en sais rien, à vrai dire. Mais en tout cas, ça se rapproche de tout ça. Donc, je vous invite aussi à aller creuser dans ce sens-là, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, sur l'importance que donne Ouais. Google aux liens en fonction de leur position dans la page.
Et là, on peut vraiment citer la vidéo que Sylvain Perronnet a fait chez Durf il y a quelques mois de ça, Mm. qui est très très complète sur le sujet. Je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle offre vraiment une vue globale de la vision de Sylvain par rapport à ça et c'est très 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 pointu quoi. Bon, en plus, c'est excellent parce que tu viens de me Tac, faire tac, mon tac. dernier enchaînement. Tu es vraiment en mode cluster là. Tu m'as fait des liens logiques puisque je voulais finir par une espèce de private joke pour notre ami Fred Durf. Bon, on le sait, hein, tu avais été faire une magnifique conférence là, chez lui sur en gros, il n'y a pas besoin de backlink pour ranker. J'ai plus le titre exact, mais c'était un truc de ce genre-là qui a fait pas mal de bruit. Donc, moi, je te repose la question en fin de cette vidéo. Mais en gros, là, avec les clusters, les backlinks, ça sert à rien Ben ouais, ou c'est vrai que pas? ça sert à rien. Non, Hmm. Petit à chenapan. nouveau, à nouveau, petit schnapp. Ah, de mon point de vue, voilà, vraiment, ça c'est mon point de vue, mon expérience. Et je parlerai de netlinking, je ne parlerai pas de backlink, je parlerai de netlinking, qui pour moi est une technique SEO, mais j'en parle dans d'autres vidéos, donc je ne reviens pas dessus. Le Bon, alors, netlinking, c'est allez, pas à mon tour de faire mon érudit et de t'emmerder avec le vocabulaire. Ce mot netlinking n'existe pas. Ben oui, Ce n'est et c'est pas anglais, ce mot. Donc, c'est encore un espèce de mot français qui a été créé par des Français qui ne savent pas parler anglais. Donc, link building, exactement. si tu veux. Exactement. Et c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire que le netlinking, c'est une technique SEO qui a été inventée par les SEO français qui ont l'air d'être pas mal sur le sujet. Et donc la vidéo qui avait en effet un titre putaclic, mais parlait de netlinking. Et le backlink, pour moi, c'est encore différent. Mais bon, de mon point de vue, voilà, moi ce que je dis, c'est que ce n'est pas une nécessité d'avoir des backlinks qui pointent sur la page pilier pour qu'elle soit puissante, sur le cluster pour qu'il soit puissant. Voilà. C'est une conviction personnelle, on peut en débattre longuement, ce n'est pas forcément le sujet, mais si tu me poses la question, moi je dis, ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire que parfois ça va être utile, parfois ça va être important et une obligation, il y a certaines cercles où c'est important, dans d'autres situations, on n'en a juste pas besoin. Pourquoi on va le faire alors qu'on n'a pas besoin de le faire Voilà. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est qu'on ait un contenu qui soit top, on a une page qui soit rapide à charger, qui réponde à l'intention de recherche, qui cible la bonne personne. Voilà. Donc, c'est pas le netlinking contre le contenu, hein, c'est pas ça. On a quatre fondamentaux technique, contenu, popularité, donc lien et UX. Les quatre, ils sont au même niveau, hein, faut pas croire. Hein, il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre. Moi, je suis désolé, mais je considère que c'est pas le cas. Donc, les techniques de cluster peuvent être très puissantes toutes seules. Et il y a d'autres situations de cercle, de concurrents, de situations de site au départ, qui font que votre cluster, eh ben, il va avoir besoin de la popularité, mais il va avoir aussi besoin que votre site il charge rapidement, il va avoir besoin d'un certain nombre de choses. Donc, il ne peut pas fonctionner tout seul dans certaines situations. C'est pas juste le cluster qui arrive et boum, magique, vous gagnez de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Et il y a d'autres situations où en fait, vos concurrents ils sont sur les backlinks et ils s'énervent comme des dingues, mais en fait le contenu il est nul. Et vous, vous arrivez, vous avez un bon contenu. Je termine avec cette ultime référence, c'est que justement, il y a eu un partage qui a été fait très récemment sur Twitter par Nicolas Robineau, qui nous a parlé d'une étude qu'un Américain avait sortie, où il avait créé un site qui était juste des questions-réponses. Mhm. Questions-réponses sur la thématique des chiens, si je me souviens bien. Et en gros, son site ne répondait qu'à des Mhm. problématiques des internautes. Il n'y Mhm. avait pas de backlink, zéro backlink, Mhm. zéro popularité, rien du tout. Plus loin que ça, les contenus n'étaient même pas optimisés par des Urtex Guru et SEO Kanto, et malgré tout, ça a cartonné. Pourquoi? Parce que son site répondait exactement à quelque chose qui n'avait pas été fait par le passé. Donc il a créé Ouais. quelque chose de quasiment unique. Ça ne Ouais. veut pas dire que si demain Oui, vous refaites forcément. la même chose, ça va Si fonctionner. tu, D'accord? encore une fois, si on essaye d'aller se battre sur la requête transactionnelle où tout le monde est, il y a un moment où il n'y a pas de miracle, ça va jouer à celui qui a la plus grosse, à coup de backlink. Voilà. Mais en effet, en étant intelligent, on peut aller chercher des requêtes sans backlink. On peut aller rechercher des requêtes avec moins de backlink, avec de la stratégie en topical, puisque finalement, on va profiter du jus interne de la page. Donc, Exactement. la réponse est, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Bon, alors pour la petite histoire, puisque tout le monde va aller analyser ton site de fond en comble, moi j'ai quand même vu quelques jolis backlinks sur ton site, dont abondance, Ouais. définition SEO, des jolies petites choses sympas quand même comme Eh ben, backlink. vous pourrez en parler avec Olivier Andrieux. C'est voilà, il a
La dernière infographie qu'on a réalisée sur le SXO et sur les signaux web essentiels, j'étais même pas au courant qu'il en avait parlé. Je l'ai découvert quand j'ai fait ma veille sur Twitter. J'ai découvert que Olivier avait parlé de notre infographie. Donc oui, c'est un backlink, et c'est un backlink naturel. Et c'est un Parce que backlink que tu as gagné en créant du bon contenu et de la belle voilà, infographie. irez voir l'infographie, Ce qui est sympa, vous c'est que c'est exactement les conseils de base qu'on donne à tout le monde. Faites le beau contenu, faites les infographies, faites votre link baiting et ça va tomber tout seul. Et bien là, on a le bon exemple. Ça date d'il y a 2 semaines en plus, quoi. Je vois que l'article est sorti le 3 septembre. Donc voilà, suite à la mise en ligne de ton nouveau site, qualité, bonne infographie, tu t'es pris un putain de backlink gratos. Eh ben, félicitations. merci, et merci à Olivier Andrieux d'avoir partagé notre infographie. On est vraiment très fiers d'apparaître sur son site, qui est quand même une référence dans le milieu. Et donc, évidemment, c'est un lien qui vaut de l'or, évidemment. Merci à lui. Bon, Dan, on s'est bien amusé. On a fait le tour, je crois. Ça y est. C'était Ouais, cool. C'était merci à chouette, non? toi. Ça s'est bien passé. C'était super. Merci à vous. Passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, bien sûr. Je me permets de faire ta promo, C'est mais top, ça. C'est top. J'ai plus rien à faire. n'hésitez pas à aller Génial. sur Twitter. À nouveau, moi je suis ouvert à la discussion, il y a pas d'histoire, hein. Tous ceux qui veulent on peut critiquer, hein. Allons-y, hein. On peut discuter, on peut débattre, il n'y a pas de souci. Moi je veux bien en parler et je veux bien aussi discuter aussi ceux qui ont mis en place ces techniques et qui n'ont pas réussi en fait, ou qui n'ont pas trouvé la solution, parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait, ce sont par les erreurs. Moi personnellement j'apprends par les erreurs, donc voilà, allons-y, quoi. Regardons comment ça se passe sur la SERP et on va réussir à atteindre notre internaute qui nous intéresse et à faire plaisir à Google, puisque c'est quand même ça au final qui nous intéresse aussi. Donc allons-y, faisons, mes amis. Ok, nickel. Eh ben, il n'y a plus que ça à faire. Faisez, tester, faire, tester et avancer. J'étais en train de regarder en même temps mon planning. Alors, j'ai l'impression que j'ai pas de rendez-vous pour la chaîne la semaine prochaine. Bon, avec le SEO Camp, ça sera déjà bien chargé. Voilà, la prochaine vidéo, ça sera avec Grégory Perrin. On va parler que tu connais peut-être, Oui, Dan. Ouais, on va parler de SEO et de e-commerce, puisque donc Grégory est notamment à la tête d'une belle réussite avec sa boutique Okara. Et je pense que ça va être riche en informations là aussi. Donc n'hésitez pas, en complément de ce que vous a dit Dan, à activer la cloche, etc., pour ne rien louper. Vous allez voir, cette année, ça va être sympa. Je vous fais un tout petit peu de teasing. Donc Grégory qui va y passer là, dans 2 semaines. Fabien Rakidel qui va passer lui après. Ensuite, Stéphane Madaleno au programme. Audrey Clabec, déjà aussi, qui est positionné. Jérôme Pasquelin, qui est positionné aussi. Julien Jiménez, qui va me faire le plaisir de revenir. Voilà, ça, c'est déjà une petite vous remettre en appétit, un début de programme, et ça se complète au fur et à mesure des jours. Allez, merci à tous. Bonne fin de journée. À très vite pour une prochaine merci vidéo. à Et un tous. très grand merci, Dan. Ciao. Merci à toi.